Ok. Bonsoir à tous. Ah, bienvenue Malteser. Bienvenue à toi. Je pense qu'on est deux pour l'instant. Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'on m'entend? Je pense avoir réglé le problème. Est-ce que tout va bien? Ah, super, super, super. Bon, bon. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Ah, bah ça fait plaisir, ça y est. Bon, j'espère que les gens vont revenir hein, après ce petit bug de 5 minutes. Je ne sais pas, on verra bien. Bonjour à tous, donc bonjour Malteser, bonjour Allons-y quoi, Eric Spochtron évidemment, Lucas, Black Ganon, Louis, Flowboy, oui c'est bon ce coup-ci, oui alors je crois que j'ai résolu le problème. Je crois que c'est une question de VPN, et apparemment il y avait un VPN activé quelque part sur une autre session du PC, et donc ça faisait tout bugger. Bref, j'espère que c'est bon, ça a l'air d'être un peu mieux. Donc je vais peut-être refaire les mince. Je vais peut-être refaire les messages. C'est nickel. Ok. Bon bah c'est nickel. Tant mieux. On va pouvoir peut-être faire 2-3 trucs ce soir. C'est dur la vie de pirate. Non, c'est même pas moi en plus. C'est même pas pour des trucs de pirate les VPN. Mais bref. Bref. J'ai résolu le problème. Donc tant mieux. Faut plus refaire cette erreur. Bon, eh bien, comment allez-vous? Comment allez-vous ce soir? Effectivement, je vais faire mon hop Colanta. On efface ça. Je suis tout seul. Je suis tout seul. Donc on va essayer de se décortiquer tout ça. Mince, est-ce que je refais? Est-ce que... Non, pas de sponsor NordVPN en approche. Je ne pense pas. Donc, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien. Comme dit, je suis un peu tout seul ce soir, donc je compte un peu sur vous pour de la réactivité, pour qu'on se fasse ça ensemble, parce que je suis pas trop mon truc de parler tout seul pour le coup. Alors, on va essayer, hein. Je pense que je suis un peu capable, mais ouais, j'espère que vous serez là aussi pour commenter. Évidemment, au moment où je dis ça, il n'y a plus aucun commentaire. Ça va, ça utilise beaucoup la trade machine en ce moment. Ouais, je suppose. Donc, ce que je vous propose ce soir, je suis seul. Mais c'est vrai que le match était quand même assez intéressant. Donc ce qu'on peut se faire, si les gens sont là, si les gens sont peut-être revenus, je vais quand même essayer de mettre un petit message. Dites-moi aussi au niveau du son, est-ce qu'on entend ou pas le bruit, le background ou pas? Vu que je suis seul, je voulais mettre une petite musique, mais il faut pas que ça soit trop fort. Donc n'hésitez pas à me dire si la musique de fond on n'entend pas ou trop, ou si c'est bon ou pas. Dites-moi tout ça. Hop, je mets le petit message ici même pour faire revenir les gens. On va peut-être attendre un peu. Hop, ici. On est live pour de vrai, ça peut être cool. Hop, Momowatt, salut bien sûr. Rebonsoir, Malakos, ouais, bon désolé pour ce petit problème technique. Donc bref, aujourd'hui je suis tout seul. Nous avons des gens qui se sont décommandés, bon c'est pas très grave, hein. J'avoue que j'hésitais un peu à faire un live. Enfin, c'était pas prévu, comme je vous avais dit. Peut-être qu'on avait voilà, lundi, jeudi, c'est à peu près sûr. Vendredi, ce sera pas tout le temps. Donc je me tâtais un peu vu que je suis seul, mais je me suis dit bon, ce qu'on va faire, c'est que on va peut-être rapidement se faire un peu de peut-être un peu d'actu. Juste vite fait les box scores peut-être juste en tout cas, et puis après en fait on va se faire une petite séance un peu à l'ancienne de finalement de décortiquage tactique, si ça vous va. Azad qui a lâché, il préfère aller boire. Non. Ça marche, Bamzerito, salut. Session de trade machine pour nous donner ce que tu aimerais voir avant de la trade deadline. Alors moi j'aimerais bien voir du Jimmy Butler bouger. Je sais pas comment vous pensez, comment vous positionnez par rapport à Butler, mais j'ai un peu cette impression que ce serait presque du gâchis, quoi. Une année blanche, surtout à son âge, et surtout un mec qu'on connaît qui peut être pas mal, quoi. Donc j'avoue que moi, ouais, Memphis, ça serait pas mal, mais il a pas envie. J'ai vu que Milwaukee voulait, apparemment, mais, euh, mais je vois pas comment Milwaukee le peut faire, parce que Milwaukee est deuxième apron. Donc techniquement, la punition dans le deuxième apron, c'est que tu peux pas faire des packages avec plusieurs joueurs, ok. Sauf si tu arrives, ce faisant, à redescendre en dessous du deuxième apron. Donc en gros, tu peux faire un trade en mettant plusieurs joueurs, mais il faut vraiment que tu dégraisses beaucoup en fait pour le faire. Comme ça, à la fin, tu atterris très en dessous du second apron. Donc c'est un peu compliqué pour le coup. Je vois pas comment Milwaukee peut faire à moins de sacrifier Middleton, peut-être même du Brook Lopez, des trucs comme ça, quoi. Parce que voilà. Donc je sais pas trop pour le coup Milwaukee, et d'après ce qu'on a compris, il a pas trop envie d'aller à Milwaukee. Bonsoir Fred, salut, bienvenue.
J'essaie de vous lire aussi en même temps, pardon. C'est quand la fin de la trade deadline? Alors la deadline, elle est le 6 février, je crois. Le hit a sorti de beaux maillots et des gens ont pris ça comme si Butler allait rester. Ouais, mais alors je sais pas si t'as vu, Eric. Je sais pas si je peux t'appeler Eric Spochetron. Mais non, mais il y a deux, trois insiders qui s'étaient chauffés en mode ah, vous allez voir, aujourd'hui, grande nouvelle pour Miami, dot, 3 petits points. Et en fait, c'était juste l'annonce des maillots. Malteser qui nous dit aux Clippers, ouais, j'avoue que c'est un peu ma destination secrète, moi, que j'aimerais beaucoup. Mais ceci est pour une autre fois. Bon, je vous propose, vous et moi, on va juste discuter tranquillement et puis après on se fera notre session vidéo parce que bon, j'ai fait l'hebdo aujourd'hui avec Baptiste, donc qui va être publié lundi. On a passé beaucoup de temps sur ce match, donc je me suis dit est-ce qu'on fait doublon en mode on va juste discuter comme si c'était une émission de radio, enfin comme si on était à la radio pour le match. Pas nécessairement, donc je me suis dit on va peut-être juste faire une séance vidéo. Comme ça on ira un peu plus en détail, on prend le temps d'aller plus en détail. Je sais pas combien ça va durer, peut-être 1 heure, je ne sais pas. Bamzerito, Butler au Thunder. Alors attends, je vais quand même vérifier. Mais j'espère que tu me trolls. Si tu me trolls, c'est pas gentil. Vu que j'essaye de tout gérer en même temps. Non, ça va pas l'air d'être vrai. Bref, donc voilà. Aujourd'hui, vite fait l'actu. Et puis après, on se fait la séance vidéo si ça vous dit. James Bond t'aurait été crédit. Ah oui, c'est vrai qu'il est même plus là en plus, Woj. C'est vrai. C'est vrai. Ça change tout le décryptage avec image. Ouais, bah c'est un peu le but. Donc aujourd'hui, s'il y en a qui écoutent en podcast, je suis désolé, mais étant tout seul, je peux pas trop faire un podcast tout seul, à moins que je prépare comme je fais moi d'habitude, avec beaucoup de préparation, beaucoup de montage et tout. Mais voilà, mais donc aujourd'hui, ça va être plutôt axé vidéo. Et si vous inquiétez, ah mince, depuis 2 jours, il n'y a plus les podcasts sur le flux, enfin, il n'y a plus les quotidiens podcast, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. La question, c'est juste où et comment. Mais ça va revenir. Le but, c'est que ce soit une émission de podcast. Donc, bref, allons-y. Qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui? Quel match avez-vous vu ce matin en vous levant? Est-ce que certains ont regardé autre chose ou pas que ce Cleveland OKC ou pas? Je ne sais pas. Alors que je prends une petite gorgée d'eau. Pour la musique, vous m'avez dit, c'est bon ou pas? Ou alors elle est trop faible, trop forte? Non? Bref. Donc, Phoenix contre Washington. Bon, pas grand-chose à dire, hein. Je pense juste le fait qu'on a Washington qui est un peu nul. Bon, ça, on le sait. Quoique, 130-123 hein, pour le coup. Donc, ça va pas très bien côté Phoenix. C'est pas non plus une rouste monumentale. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Ryan Dunn qui nous met 18 points. Ok, ouais. Kevin Durant. Alors, Mason Plumlee titulaire encore. 16 minutes de jeu. Bon, c'est un faux titulaire, ok. Oso Agodaro, 21 minutes de jeu. Ouais. Bon, écoutez, c'est Washington, on va dire qu'on peut faire des tests. Kings Rockets, des morceaux, ok. Kings Rockets, divertissant. La match-up Sabonis-Sengun, c'est cool à regarder. Ouais, ça je veux bien croire. Pistons, Pacers, ok. Bah alors j'attendrai vos avis quand on arrivera sur leur box score, pardon. Côté Washington, est-ce qu'on a des trucs à dire à part que non, Jordan Poole, hein, c'est toujours pas ça. Vous connaissez ou pas les jeunes un peu de Washington? J'avoue que je suis un peu en retard moi sur tout ce qui est Keyshawn George et Buddy Carrington. Alors attendez, je vais ouvrir le mélangeur de son directement. On va couper le son comme ça on n'aura pas en cas de vidéo. Hop, coupons ceci. Voilà, j'espère qu'on m'entend toujours. Ouais, je connais pas encore trop les rookies de Washington, alors à part Alexandre Sarr évidemment, mais il y en a d'autres qui ont l'air assez intéressants, pardon. Et pourtant, on n'en sait pas grand-chose. Enfin, moi, j'en sais pas grand-chose en tout cas. Bref, je vais faire des cauchemars de mi-distance de Tobias Harris. Ah oui. J'ai entendu dire que Carrington était bon. Bah, il me semble aussi, mais vu que je vois un peu des avis contraires un peu partout, je sais pas trop quoi en penser. Pour le coup, alors Keyshawn George, est-ce que vous connaissez le fun fact sur Keyshawn George? Moi, je l'ai appris aujourd'hui. Ça vous comprendrez dans le quiz de lundi. Mais apparemment, il est suisse, Keyshawn George. Voilà. Bref, donc Phoenix, Washington, victoire de Phoenix, ça fait quand même un peu du bien. Pacers Pistons, alors, c'est qui? C'est Malteser, dis-moi ce que tu as à nous dire de ce match-là, que s'est-il passé? Victoire des Pacers 111-100 contre Détroit. Que s'est-il passé? Le baromètre à Liberton, déjà, on regarde. Ok, 17 points, 8 passes. Bon, toujours pas à Liberton à haut niveau. Alors qu'on nous dit Carrington, je le trouve pas si impressionnant, mais c'est vrai coup de cœur à regarder. Ok, ça je peux comprendre. Non, c'est pas le fils de Paul George. non, c'est parce qu'il est suisse. Ouais, ok. Bon, pas grand chose à dire de plus. En tout cas, moi de mon côté, dites-moi hein, s'il y a des trucs un peu notables. Je scanne un peu les box scores, mais il n'y a pas l'air d'avoir des trucs notables, pas tant que ça en tout cas. Osar Thompson, ouais, il joue pas tant que ça, Osar Thompson, hein, au final. Je me demande si c'est pas un peu à cause des limitations offensives, hein, finalement, parce que pour le coup, autant Amen Thompson est quand même hyper intéressant, évidemment.
Autant au on est quand même plutôt sur le prototype défensif, quoi. J'ai pas envie de dire Stanley Johnson, mais un peu quand même, pour le coup. Bon, j'exagère un peu. Mais en vrai, non, Stanley Johnson, vrai bon défenseur. Hein. S'il a pas survécu, c'est un peu à cause de l'attaque, quoi. Donc ouais, je sais pas. Peut-être comparaison facile parce que c'est Détroit. Beaucoup de pertes de balles des Pistons, ok. KD Beasley, pas bon à 3 points. Oui, alors j'ai pas regardé ça du coup. Où est-ce qu'on en est? Ouais, 25% à 3 points et pas tant que ça de volume. Ok, ça peut expliquer. Et de l'autre côté, les Pacers qui, ouais, 43%. Ok. Ça peut aider. Ça peut aider en effet. Auxerre fait beaucoup de transitions balle en main. Ouais, bah, c'est un peu la transition, c'est un peu comment dire, le moyen de scorer pour ceux qui sont pas bons, quoi. J'exagère un peu, mais il y a ce côté, les athlètes NBA, ils sont tous fantastiques, donc finalement en transition, c'est quand même un peu facile. Bon, le Cleveland OKC, on se le garde, évidemment. Allons sur le Houston-Sacramento. Donc victoire des Kings qui regagnent après leur défaite à Milwaukee. Victoire contre les Rockets qui eux-mêmes avaient gagné contre qui? Contre Memphis, non, il n'y a pas longtemps. Enfin, ils gagnent contre tout le monde en ce moment. Les Rockets. Jalen Green, hein, toujours un peu sur son nuage, j'ai l'impression, en termes de shot-making, 28 points. Et alors, si certains l'ont vu ce match, dites-moi, qu'est-ce qui fait que la défense des Rockets a à ce point explosé? Enfin, explosé, 132 points, quoi, de la part de Sacramento, qui est plus tant que ça actuellement Voilà, on n'est plus comme il y a 2 ans, quoi. On n'est plus sur une attaque d'élite. Donc, je suis un peu curieux, je vais aller voir les stats un peu de ce match. J'attends que vous me dites. C'est pas ici le live de Amine Mathieu. Non, c'est pas ici. Ici, c'est le live de Guillaume n'arrive pas à lancer un live. Et surtout le soir où il est tout seul, évidemment. Sinon, c'est trop facile. Donc, ouais, Houston, comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Sacramento score autant? En termes de profil de tir, regardez, Sacramento a pris quasiment aucun tir au panier. 14%, et c'est dans le 2e centile. Mince, qu'est-ce qui se passe? Où t'es parti, toi? Ok. Très peu de tirs à 3 points, et évidemment, 99e centile en termes de demi-distance long et short. Ok. Donc on est vraiment sur un match shot-making, alors, si j'ai bien compris. J'attends vos retours, hein, s'il y en a qui l'ont vu, mais apparemment ça se bouscule pas au portillon. D'accord. J'ai une question pour toi. Bah dis-moi si je peux y répondre, peut-être. Alors qu'on salue Kyrie Irving. Ah, salut. Bah quel honneur. Bienvenue, Kyrie. I love you very much. Since the start of the beginning of your career. Bienvenue à toi. On s'installe tranquillement, on fait le tour de l'actu. Et puis après, on va se regarder un peu des images de Boston, de Cleveland OKC. Il n'y a pas d'invité aujourd'hui, non, je suis un peu tout seul aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on va faire de la vidéo. Comme ça, la vidéo tout seul chez FR. On fera pas, c'est pas vraiment un format radio aujourd'hui. DeRozan Game, ouais, je comprends. J'ai vu un Sabonis assez juste dans ses choix de tir. Je suis pas objectif sur le joueur, mais particulièrement. Alors retournons sur le box score. Mince, il est là. Il est où? Qu'est-ce qu'il nous a fait? DeRozan, 12 sur 23, ouais, 33 points. Ok, puis pas mal de lancers francs aussi. Ok. Et de l'autre côté, Sabonis, ouais. Retour de Fox d'ailleurs. On n'a pas trop noté, mais retour de De'Aaron Fox. Ok, et de l'autre côté, alors non, pas que ça m'étonne, mais c'est vrai que la descente aux enfers de Kevin Huerter, alors tout est relatif, hein, mais c'est juste qu'il est sorti de la rotation, alors que le mec, il y a 2 ans, était limite peut-être pas 2e, mais 3e élément le plus important de la meilleure attaque de NBA, quoi. J'avoue que je suis un peu surpris. Je sais que Mike Brown commençait un peu à moins l'aimer, ou en tout cas à moins le faire jouer. Après, je connais pas leur relation, mais mais il faisait moins jouer parce que ça marche pas, quoi. Parce que la défense, quoi, je pense, c'était un peu cette idée. Mais en vrai, ouais, je comprends pas trop un peu ce déclassement complet. 8 minutes à peine. Ouais, bon, bref, je ne sais pas. D'ailleurs, il est à combien, lui? Il a combien de contrats? C'est marqué ici ou pas quelque part? Non, c'est pas ici. Où est-ce qu'on pourrait trouver l'info? Je vais essayer de la chercher. À moins que dans le chat, vous soyez plus réactif que moi, mais Kevin Huerter. Je regarde parce que, comme il y a la trade deadline, ça peut être un mec qui peut être dégagé par les Kings, mais c'est aussi un mec qui, au passage, peut aussi faire du bien à une autre équipe, pour le coup. Les contrats, il est à 16 millions cette année, voilà, presque 17, et encore 18 l'an prochain. Donc pour le coup, Kevin Huerter, je l'ai en fantasy, ouais. Oui, c'était pas le bon choix. Mais non, pour le coup, ça dépend de l'équipe, mais je pense qu'il peut faire du bien, quoi. Il est pas si cher que ça, hein, 17 et 10 millions pour encore 2 ans. Ouais, 16, merci Malteser. Mais ouais, je pense que ça peut faire du bien. Alors que je fais rire Kyrie, ouais. Désolé, je suis un peu tout seul aujourd'hui. J'ai pas compris pourquoi mettre un joueur défendu par un petit dans le dunker spot. Pourquoi ça permet d'enlever de la protection de cercle. Alors que si on retire le joueur du dunker spot et qu'on le met à 3 points,
on retire aussi de la protection de cercle. Alors c'est vrai, mais alors le truc c'est que mince, est-ce que j'ai un paint ici? Non, je peux pas. Alors en fait, ce qui est l'intérêt de mettre le petit dans le dunker spot, si tu veux, c'est que tu es à peu près sûr que le petit est défendu a priori par un autre petit, et donc tu t'assures un peu que c'est lui le low man, comme on dit. Donc littéralement le low man. Non, je sais pas pourquoi on dit pas le lowest, ça serait littéralement plus correct. Le low man, c'est l'homme le plus bas sur le terrain par rapport à la ligne de fond. Donc c'est lui qui doit aider au panier géométriquement sur le terrain. Et donc en fait, quand tu mets un petit dans le dunker spot, tu t'assures de ça. Alors que, pardon, le problème, c'est que si tu mets 2 shooters, un dans les corners et un sur l'aile, le problème c'est que la défense peut switcher. Notamment, c'est ce que faisait beaucoup Boston à l'époque de Robert Williams. C'est que si tu mets pas un petit, genre ton petit shooter, tu le mets sous le panier pour t'assurer qu'il y a un petit défenseur aussi. Si juste tu le mets, le petit shooter, tu le mets à 3 points, en fait, les mecs, la défense s'organise en fait. Donc t'as Robert Williams qui dit non mais attends, t'inquiète pas, moi entre guillemets, je prends par exemple Isaiah Joe, qui a 3 points dans le corner, et voilà, et toi tu prends le mec qui est sur l'aile. Et donc en fait la défense peut s'organiser un peu comme ça. C'est aussi ce que Dallas a pu faire. C'est l'histoire des finales de 2024, hein, avec finalement Dallas qui très très vite s'ajuste dans la série. Même, ils ont perdu la série, on est d'accord, mais notamment Gafford et Lively, qui, on l'avait décortiqué sur la chaîne YouTube si ça vous intéresse, mais il y avait ce truc où en fait dès le début des possessions, je dirais de mémoire, je dirais match 2 déjà, mais même parfois match 1, où en fait la préoccupation de Gafford c'était juste, et de Lively, juste d'aller le plus vite possible, ligne de fond, et quel que soit en fait le mec qui va être dans le corner, c'est non mais il est pour moi quoi, grosso modo. Donc il y a un peu ce truc de pouvoir switcher. Si toi tu restes juste dans le périmètre, la défense elle peut un peu contrôler à l'intérieur et dire bah attends, toi va là-bas et moi je reste là quoi. Voilà, je parle beaucoup, j'espère que j'ai été un peu clair, mais l'idée c'est que si toi tu mets concrètement un petit sous le panier, bah, son défenseur est de facto le mec qui va défendre quoi. Donc voilà. J'espère que j'ai été clair. En gros, c'est pour éviter le pré-switch. Exactement, voilà, c'est mieux dit. C'est mieux dit. Effectivement, c'est pour éviter le pré-switch. Donc bref, on finit aussi Clippers Portland. Bon, une équipe NBA contre une équipe qui est pas totalement NBA. Surtout une bonne défense contre une attaque qui est pas top, peut-être. Et je crois qu'en plus, j'ai vu tout à l'heure que Anthony Simons fait du 0 sur 9. Bon, à partir de là, c'est quand même un peu compliqué. Que fait Scoot Anderson d'ailleurs? On va se mettre un peu les vidéos de Scoot, vu qu'il sort d'une performance avec beaucoup de points, mais c'était beaucoup de 3 points. Merci pour la réponse. Je t'en prie, évidemment, on est là pour ça. Qu'est-ce qu'il fait Scoot? Est-ce qu'il y a un peu de drive? Un joli finger roll. Joli. Donc voilà. Super Scoot, ouais. Scoot toujours prêt. Enfin, en tout cas, on espère. Mais ouais. Les Blazers qui perdent contre les Clippers assez logiquement. Bref, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt pour la séance vidéo? Est-ce que les gens sont là? Voilà, que je me mette un peu le chat ici. Hop, si j'y arrive. Hop, ça va mieux Scoot ces derniers temps. Ah bah tant mieux. Je l'espère, je l'ai pas vu depuis 4-5 matchs, mais ouais, après il a fait une grosse perf, mais comme dit, c'était un peu c'était beaucoup de tirs à 3 points quoi finalement. Bref, mesdames et messieurs, si vous êtes prêts, si vous êtes encore là à m'écouter parler un peu dans le vide tout seul, on peut se faire une petite séance de... Ah, alors, message. Bonsoir, messire. Loin de moi l'idée de faire l'ingrat. Est-ce que c'est normal qu'on n'ait plus les rediffs des quotidiennes sur Spotify depuis cette sortie mercredi? On n'a plus rien. Oui, effectivement, comme dit, le but, c'est pas que... Enfin, je vais les remettre. C'était juste, en ce moment, il y a un peu une réflexion de est-ce qu'on pollue le flux principal ou pas. Donc il ne faut pas s'inquiéter, ça va revenir évidemment, le format est fait pour être ensuite balancé en podcast. La question c'est juste où en fait. C'est est-ce que je le remets sur le flux principal ou est-ce que juste on fait un flux secondaire. Donc je pense que la question sera réglée d'ici lundi. Moi je pense plutôt peut-être pour un flux secondaire pour pas que... Voilà, il y a des gens qui m'ont déjà fait des remarques, ça fait quand même beaucoup, on va pas tout écouter, ça nous pollue le flux. Donc voilà, c'est pour ta réponse, Selvol, j'espère que je prononce bien. Et voilà un peu l'idée. Mais non, mais de toute façon, là c'est un peu le flou parce qu'on vient de lancer le format et là j'étais un peu mince, est-ce que je continue à mettre ici ou là? Mais voilà, depuis 2 jours je ne l'ai pas posté. Mais l'idée c'est que ça revienne, évidemment. Ça reste une émission de radio, de podcast. Même si aujourd'hui, donc, faisons un peu de vidéo. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, évidemment? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match Cleveland OKC? Je dois dire que moi, personnellement, avec l'absence de Hartenstein, j'étais un peu en mode bon, ça va être compliqué vu que Cleveland avait quand même pas mal insisté sur le rebond offensif et tout ce qui était un peu secteur intérieur la dernière fois.
Notamment aussi la défense de Hartenstein sur pick and roll avait été quand même pas mal du tout. Donc j'avoue qu'il y avait un peu un aspect de... Enfin surtout c'était le côté... Oups, je vais quand même arrêter de... On va pas se faire striker. Il y avait un côté tout de même de... Bah finalement, non seulement tu perds Hartenstein, mais en plus tu récupères Jalen Williams qui va devoir jouer beaucoup. Et d'ailleurs on peut commencer ce décryptage avec Cleveland qui va cibler Jalen Williams. Donc allons-y, je vais prendre une gorgée d'eau et après on va y aller. Hop, pardon, excusez-moi. Je m'attendais pas du tout à ça, Hartenstein. Ouais, mais je pense qu'on a tous été surpris. Même si, bon, c'est vrai que j'aurais pu aussi commencer par ça, un peu une analyse macro si ça vous dit. On peut regarder 2-3 stats intéressantes avant de faire le décryptage de la tactique. Mais hop, revenons en arrière. Est-ce que ça marche? Oui. Bon, il y a une question de shot-making aussi, en fait. Hein. Clairement, il y a une question bon, c'est toujours un peu, comment dire, c'est pas pour dire ils sont chanceux ou quoi que ce soit ou méritent pas, c'est juste que les 3 points sont rentrés et de l'autre côté les 3 points sont pas rentrés. Ça fait partie du jeu, ça fait partie, l'aléatoire fait partie du jeu, notamment sur des tirs comme ça. À 3 points, il y a pas mal de variances, mais donc voilà, il y a aussi un aspect. En plus, je sais pas si vous avez vu le match ou juste vu les résultats, mais vous savez qu'il y a notamment une énorme claque en première mi-temps qui permet un peu de faire la différence et c'est vrai que voilà, moi j'ai regardé le 3e quart-temps, alors pas le 4e parce que c'était que du garbage time, il y avait personne qui jouait, mais le 3e quart-temps, Cleveland fait des choses bien, hein. Il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que quand tu es déjà à moins 35, c'est quand même un peu compliqué, et il y a eu un énorme coup de collier à 30, c'est quoi, c'est 30 à 2, non? Un run de 30 points, et 2 seulement pour Cleveland, je crois. Ouais, voilà, Fred nous dit aussi Dort à 6 sur 9 à 3 points, c'est cheaté. Et en plus, tu vas voir, Fred, sur les images, que c'est pas que des tirs très grands ouverts. Je crois que Caruso en a mis quelques-uns contre la zone, vous allez voir, c'est assez intéressant. Derek qui nous dit impressionné par OKC, ils sont étouffants. Oui, effectivement. Et donc, oui, j'avais fait un tweet hier soir. J'ai dit, bon, ça fait un peu pchit, quoi, avec Hartenstein qui est pas là. Donc, soit on a un match qui va être plié facile pour Cleveland, soit on aura masterclass de small ball de Mark Daniels. Ben, je crois qu'on l'a eu. Hein. Je crois qu'on l'a eu. Vous allez voir que Mark Daniels a fait quand même beaucoup de choses bien. Mais voilà, alors juste pour dire aussi niveau stats, donc un écart assez énorme évidemment d'offensive rating. Sur ce match-là, paradoxalement, pas tant que ça de rebond offensif pour Cleveland, alors que donc en face il y avait des small ball et pas de Hartenstein. Donc ça aussi c'est quand même une énorme victoire pour OKC, mais qui s'explique aussi parce que on va l'expliquer. Et puis voilà, bon, tout a bien marché hein, côté OKC au niveau des stats principales, bref. Et puis au niveau si vous voulez qu'on mette le box score un peu avant d'attaquer les images, si vous voulez, mais je pense que vous le connaissez. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est le minutage. Hein. Vous voyez le minutage des titulaires de Cleveland, bah, ça joue pas beaucoup, mais parce que le match était plié très rapidement. Et puis bon, tout le monde en a parlé. SGA qui met plein de points, ça aide aussi. Lou Dort a tout rentré, oui, effectivement. Ça joue sur les grands d'entrée côté Cleveland, mais ça punit pas assez les mismatchs. Mitchell force sur ses drives. Alors Mitchell, ça fait quand même 2 matchs contre OKC où il est pas très bien. Et en vrai, je pense que alors on est là, non, c'est pas le bon côté du terrain, mais je pense qu'il y a aussi enfin, c'est Lou Dort. Hein. Lou Dort, c'est quand même un atout assez intéressant pour avoir. Et c'est vrai que le match, souvenez-vous, il y a une semaine, il y a 10 jours là. Le match où Cleveland arrête la série d'OKC, il est pas très bon Mitchell en termes de shot-making. Alors il crée du jeu, hein, mais en termes de scoring et de shot-making, il rentre pas grand-chose. Et même en termes de... Voilà, c'était pas lui qui avait un gros usage ni quoi que ce soit. Et là, ce match-là non plus, c'était pas trop ça. Le box score, il est où Mitchell? Il nous a fait encore 3 sur 15, bien défendu. Coup de choix à 3 points d'OKC, ouais, ça fait partie, mais il n'y a pas que ça. Justement, vous allez voir qu'il n'y a pas que ça. Un coup, c'est Dort, un coup, c'est Wiggins, exactement. Un coup, c'est Joe, Isaiah Joe, et même le rookie. Oui, Brendan Clark. Bon, j'arrive pas à parler. Clarkson, évidemment. Alors, si vous écoutez l'hebdo, on en avait parlé dans l'hebdo. C'était une question de quiz de tout début de saison qui est alors Azad, qui est ce no-name que OKC a signé pour remplacer Chet. Et c'était Brandon Clarkson, mais on va le voir. Donc bref, on peut attaquer, si ça vous dit. On y va un peu pour le décryptage tactique. Alors, on va pas faire tout le match, hein, déjà parce qu'on n'a pas le droit. Et puis parce que tout n'est pas intéressant. Mais déjà, d'entrée de jeu, juste donc première possession Cleveland, vous allez voir. Yo, salut Titi Carlito, bienvenue à toi. Au niveau des match-ups, c'est intéressant. Donc, comment a joué OKC? OKC, attendez, je vais me remettre une grosse souris. Hop, voilà, c'est mieux. On voit mieux la souris là, c'est bon. Donc, OKC joue avec Jalen Williams. Donc, forcément,
il est en défense sur le plus gros adverse parce que c'est quand même celui où il y a le moins de dégâts possible, on va dire. Donc Jalen sur Jarrett Allen, ce qui laisse Jalen Williams en défense sur Evan Mobley. Et là, c'est vrai que c'est aussi un énorme avantage ce match-up-là parce que Mobley n'est pas le retour de la grosse souris, ouais. Parce que Mobley, finalement, n'est pas un bon shooter. Donc en plus, ça peut permettre à Jalen Williams de pouvoir l'abandonner et de venir aider au panier et de faire un peu le safety, quoi, le mec qui est protection en second rideau, qui va aider parce que quand tu fais beaucoup de switch, ça peut aider d'avoir un mec derrière pour protéger un peu les mismatchs. Mais vous voyez que directement, d'entrée de jeu, que fait Cleveland, évidemment, en fait, on va cibler Jalen Williams d'entrée de jeu. Donc, on a Evan Mobley, pick and roll entre gros, le poste 4, le poste 5. Et le but, c'est juste d'impliquer Jalen Williams. Voilà. Si vous le connaissez, vous savez que c'est plutôt un pivot un peu de 3 points, beaucoup de passing, mais pas trop de défense. Mais voilà, donc le but, ça va être de l'impliquer lui. Faut prendre en compte le fait que les Cavs ont dû venir en pantoufles quand ils ont vu qu'il n'y avait pas de vrai pivot en face. Oui, c'est peut-être possible, en effet. Bon voilà, vous voyez que directement en première action, on implique Jalen sur pick and roll entre gros, la bonne passe, hop, le dunk est manqué, mais il y a une faute. Donc première action, Cleveland qui cible d'entrée de jeu Jalen. On enchaîne, vous allez voir que ça va être pareil, et cette fois on va le cibler, non pas sur le ballon, mais en tant que rim protection. Je laisse finir l'action, mais je sais pas si vous avez vu, en fait, cette fois, on va pas le cibler avec ballon, on le met justement, on met Jarrett Allen dans le dunker spot. Donc dunker spot, c'est cette zone-là là, autour du panier. Le dunker spot, la zone du dunker. Et là, vous allez voir pourquoi ça s'appelle le dunker spot. C'est qu'en effet, hop, la passe et le dunk. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est aussi une manière, vous allez voir, que Cleveland a de cibler Jalen. C'est pas que en l'impliquant sur les écrans, c'est aussi en le mettant lui dans cette position-là, de celui qui doit aider au panier, dans ce rôle du low-man. Et vous voyez que pour le coup, Garland arrive lancé, l'aide de Jalen qui arrive, il fixe la petite passe, tout ceci est très facile. Et donc déjà deuxième possession, après une faute qui a été obtenue, on va le cibler en tant que protecteur de panier. Là encore, pareil, hop, cette fois il va au contre et donc rebond offensif. Voilà, ça c'est aussi un autre aspect. Comme dit, le premier match, il avait fait pas mal de dégâts au niveau du rebond offensif. Et donc là, ça va être aussi le cas. Et donc, qu'est-ce que c'est? Juste un pick and roll. Ici, on implique Jalen Williams encore une fois. Ça marche pas trop. En tout cas, on libère vite la balle. Hop, isolation. Mitchell face à Ludort. Et en effet, petite erreur à la fin de Jalen Williams qui se dit mince, je vais aider, mais je suis un peu en retard. Il n'a pas l'explosivité, il n'a pas la taille. Voilà, c'est pas un bon défenseur de protection de panier. Et donc, qui s'équilibre au niveau du rebond, c'est Jarrett Allen. Donc voilà, encore une possession, troisième possession d'affilée. On va un peu faire du mal à Jalen Williams. Revenons de l'autre côté. Et voilà, j'ai quand même voulu laisser cette première action parce qu'il se passe des choses, mais il se passe aussi le fait que à la fin on a quand même du shot making d'un Lou Dort qui a un tir contesté et qui le met. Mais surtout, alors ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'ils font en amont. Pourquoi est-ce qu'on a cette très belle passe d'ailleurs de SGA? Vous allez voir, c'est une action, donc c'est un peu une pistol action comme on dit, pistol comme pistolet, une action sur le côté où on va amener vite un écran de la part de Cason Wallace, hop, pour obtenir un switch. Et c'est vrai que d'ailleurs j'ai même pas fait le point, faisons un peu le point au niveau des match-ups, ça va être hyper important. Que fait Cleveland? Cleveland met, comme la dernière fois en fait, exactement les mêmes match-ups que la dernière fois, ils mettent Dean Wade, donc le poste 3 Dean Wade, en défense sur SGA. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'en fait, ils veulent avoir Mobley, non pas sur quelqu'un on ball, mais ils le mettent sur Cason Wallace. Cason Wallace qui va être traité un peu comme un non-shooter. Alors, c'est pas totalement un non-shooter, mais Cleveland veut un peu que Mobley ait cette liberté d'aider au panier, donc ils le mettent sur le petit Cason Wallace et en lui disant d'abandonner. Ok. De l'autre côté, poste 5, Jarrett Allen sur Jalen. Ok, pas de problème. On a aussi Garland, le moins bon des défenseurs, qui va être mis sur Lou Dort, le moins bon des attaquants. Ça, c'est logique. Et c'est vrai qu'il y a quand même un truc dans tout ça, c'est que reste plus que Dean Wade et Mitchell. Évidemment, on ne peut pas mettre Mitchell sur SGA parce que SGA est trop fort. Mais donc on met Dean Wade qui va pas mal tenir. Mais l'autre conséquence, vous allez voir, on le verra, c'est que Mitchell, il doit défendre Jalen Williams. Il reste en faisant ce jeu de match-up et notamment en mettant Mobley off-ball, en défenseur off-ball qui peut abandonner Cason Wallace, ça laisse un peu notre ami Mitchell qui va devoir défendre sur Jalen Williams. Et c'est pas facile du tout. Bref, donc qu'est-ce qui se passe? Juste un premier écran pour obtenir un switch. C'est le cas, sauf que comme il y a switch, il y a quelqu'un qui vient zoner derrière là. Et donc, excellente lecture de la part de SGA qui balance directement de l'autre côté. Et ça fait une passe. Le 3 points contesté de Lou Dort. Voilà, on annonce un peu la couleur côté OK ici. Trop facile pour SGA, ouais, exactement, nous dit Sarcasme 89. La séquence Georgian sur SGA, ouais, effectivement, on va y arriver. Ce qui m'a marqué aussi, nous dit Kamel l'Ancien, durant ce match, c'est que Dort met tellement de temps à enclencher son 3 points que le public a le temps de lancer un loup pour l'encourager, ouais, c'est pas faux.
C'est pas faux. Revenons côté Cleveland de l'attaque. Qu'est-ce qu'on fait? On fait juste une empty action, donc le corner vide, empty action évidemment. Et on va impliquer Jalen Williams. Voilà, encore une fois, on l'implique encore et encore et encore. Et là, c'est vrai que bon, c'est un peu dommage parce que c'est pas un tir de si grande qualité que ça, finalement. En plus, il est pas en forme, bon, il aimait pas. Mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être faire un peu mieux. On a un Jalen Williams qui attend un peu en drop. Alors, pas très profond le drop, mais quand même un peu en drop. Donc, Michel se dit j'ai un peu d'espace, je prends le pull-up. Mais c'est vrai que, quitte à cibler Jalen Williams, il y a moyen d'avoir un meilleur tir que ça. Pour le coup, avec en plus, je sais pas si vous avez vu, mais regardez qu'est-ce qui se passe, ligne de fond. C'est qui? Ouais, c'est Dean White qui va faire un cut, ce qu'on appelle le Danny Green cut. Il va faire le cut de un corner à l'autre pour venir, au cas où SGA décide de rester ici, lui il va hop, je m'échappe dans l'autre corner pour être ouvert. Bon, voilà, pour le coup, la décision est pas top de la part de Mitchell. Mais bref, on avance. Nouvelle possession. Et qu'est-ce qu'on fait? Encore un pick and roll qui va impliquer Jalen Williams. Le voici. Donc là encore, on déboule. On va attaquer cette fois plus. On se contente pas de prendre la mi-distance. On attaque. On va un peu essayer d'aller au panier, le faire travailler. 2 sur le ballon, 2 sur Mitchell qui déclenche le tir. C'est manqué, mais sauf que rebond offensif, encore une fois. Hein. Ouais, vous voyez que ce secteur intérieur, finalement, c'est pas comment dire, Jalen n'est pas directement sur l'action. En tout cas, c'est pas lui qui est fautif, mais il est obligé de venir aider sur le drop. Et donc Jarrett Allen peut librement prendre le rebond offensif. Et ça fait encore un layup derrière. Je crois qu'il y aura un autre rebond offensif. J'ai pas mis la séquence entière parce qu'après, on peut pas mettre des séquences trop longues sur YouTube pour pas se faire strike. Bref. Donc voilà, on arrive aussi au moment charnière, c'est que, comme dit, avec ce jeu de match-up, Mobley sur le petit Wallace, ça laisse Mitchell sur Jalen Williams, qui est quand même très fort. Et donc, que fait OKC? Et ça, c'est un truc que, comme dit, il y avait ce match-up-là, au match aller, on peut appeler ça le match aller, il y a 10 jours. Il y avait ce match-up-là, mais OKC, c'était pas trop démené pour essayer d'appuyer et faire mal là-dessus. Et là, vous voyez qu'on est en tout début de match, et là, ils le font. Là, ils le font clairement. Donc, c'est une zipper action, comme on dit. Donc, isolation, zipper, ISO, qu'est-ce que c'est? Juste, tu démarres là, et zipper, comme vous voyez la fermeture éclair là, zip, littéralement, juste un écran pour arriver en mouvement et enchaîner sur isolation 1 contre 1 dans l'espace. Comme ça, Mitchell, il a un peu un temps de retard, voilà, on enchaîne en mouvement. Vous voyez que Mitchell est déjà un peu en retard parce qu'il traverse l'écran, et donc Jalen Williams qui attaque comme une isolation. Le panier est libéré, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce côté OKC qui a un peu pris des leçons du premier match et qui se dit ouais, finalement il faut quand même qu'on punisse quoi. On l'a peut-être pas assez fait le fait de punir Mitchell sur Jalen Williams. On peut pas laisser Cleveland nous faire ça quoi pour le coup. Alors que là, autre séquence défensive, vous l'avez vu, je l'ai posté sur Twitter peut-être, c'est ce qu'on appelle la next defense. La next defense, qu'est-ce que c'est? C'est ou un peel switch, peel P-E-E-L. Alors attendez, je vais faire un truc. Est-ce que ça marche si je fais ça? Voilà, je vais faire un hop. On va se faire un truc comme ça. Je vais vous mettre les mots. La next defense, c'est comme ça. Voilà, attention, on est dans de la créativité de très haut niveau. Hein. Très très haut niveau. Mince, avec la grosse souris, j'avais rien. Next defense, ou sinon on peut appeler ça un peel switch. Peel, comme littéralement épelé. Voilà. Et en fait, vous allez voir un peu le principe. Donc, hop, ça on peut le fermer. C'est que donc on a Jalen qui est sur Garland. Ça se passe ici. Et vous allez voir qu'il se fait dépasser. Mais que se passe-t-il? Cason Wallace, qui est ici, lui, il va s'interposer. Donc ça, a priori, rien de trop spectaculaire. Hein. C'est pas juste on vient aider. Mais le peel, en fait, c'est que Jalen Williams va peel off. Il va venir faire un switch. Lui, regardez, il va sur Mobley. Et donc, en fait, on a un peu ce côté d'une défense extrêmement polymorphe qui se tord dans un sens puis dans l'autre, finalement. Et qui, voilà, on n'a aucun décalage. Parce que là, Jalen est battu. Wallace vient s'interposer, et sauf que là on pourrait se dire s'il y a 2 sur Garland, il y a la passe facile en fait pour Mobley. Mais en fait non, parce que Jalen revient sur le shooter dans le corner, et vous voyez, on fait pause, au final il a été dépassé, mais aucun décalage, tout est absorbé, et finalement la passe, vous voyez que la passe, il avait voulu faire la passe, d'ailleurs il commence un peu à lever la tête là ici, Garland il se dit mince, je lève la tête puisque Cason Wallace vient vers moi, regardez la tête de Garland, hop, et en fait non, parce que Jalen est déjà en train de revenir sur le shooter. Donc je passe un peu de temps, mais parce que je vais pas le faire à chaque fois qu'il y a un peel switch, mais je vous le détaille un peu. Mais c'est vrai que c'est ce genre de schéma très avancé et très dynamique que fait OKC. Ce genre de switch off ball très subtil qu'on voit pas tout le temps, mais qui maîtrisent avec un niveau de... Voilà, pour faire ce genre de truc, il faut un niveau défensif, de coordination collectif et des individus qui défensivement sont très intelligents et savent le faire quoi, pour le coup. Et là, c'est parfaitement exécuté. Et donc, littéralement, 0 décalage, alors que pourtant, le pauvre Garland... il avait fait le décalage au début sur Williams. Quoi. Il a absorbé le décalage, merci, la polyvalence. Exactement. Danny Green, 3 titres de champion et l'un des cuts les plus utilisés à son nom, beau palmarès. En effet, on est d'accord. Et en plus, les 3 titres,
Enfin, on l'oublie, mais s'il n'y a pas Danny Green, il n'y a pas de titre à Toronto. Hein. C'était pas que Kawhi, hein, pour le coup. Bref, on enchaîne. Vous avez vu que directement, qu'est-ce qu'on fait? On continue. Début de match, on implique Jalen Williams encore une fois. Il va faire un drop et donc la pocket pass, extra pass sur short roll, comme on dit. Et voilà. Et Jarrett Allen qui va trouver la solution. Alors, ce qu'on peut noter aussi, c'est que, mine de rien, on en parlait tout à l'heure, l'avantage d'avoir Jalen Williams sur Mobley, c'est que c'est un non-shooter, donc il va pas hésiter à l'abandonner. Et en effet, c'est ce qu'il fait. Regardez, il pointe du doigt à Lou Dort, tiens, tu gères les deux shooters côté faible, et moi je vais coulisser à l'intérieur, comme ça, je viens aider le drop. Et en effet, on a un 3 contre 2 là. On a deux qui contiennent le ballon ici sur le drop, et lui il vient aider, il vient couvrir ce qu'on pourrait appeler le rôle de Jarrett Allen. Donc pas de rôle disponible. La bonne action de Jarrett Allen, ok, extra pass, c'est super, sauf que c'est pour plutôt un non-shooter. Donc voilà, encore une fois, OKC a été assez agressif et finalement avec un personnel qui sait très bien ce qu'il fait et qui notamment a été très bon pour empêcher les tirs au panier ou ce genre de choses. Et voilà, entre un alley-oop pour pour Allen ou plutôt un tir à 3 points de Evan Mobley, on choisit assez facilement. On continue encore une fois, magnifique passe de Garland, vous allez voir, extra passe, 3 points. Malheureusement manqué, mais encore une fois, hein, ça part de où est-ce que ça part? Ça part de Jalen Williams que Cleveland attaque encore et encore et encore. Et là en plus, vous avez vu, il se fait un peu enfermer Garland. Il se fait un peu enfermer. Il descend pas si bas que ça. Jalen, il reste un peu haut, il va l'enfermer et je mets un peu au ralenti, mais l'adaptabilité de Garland en mouvement là, hop. Bon, si je le mets au ralenti, c'est moins impressionnant, mais je le mets à vitesse réelle, vous allez voir. Hop, je m'arrête, changement de direction, je pivote, et finalement, je trouve l'ouverture, extra passe et un 3 points très grand ouvert. C'est quand même pas mal du tout l'ami Garland, en plus rebond offensif, et derrière le 3 points de Mitchell qui rentre. Hop, voilà, c'est quand même pas mal du tout. Et encore une fois, on attaque Jalen. Alors cette fois, on n'attaque pas Jalen, vous allez voir, mais ça donne un alley-oop. Qu'est-ce qu'on fait en transition? On peut dire en semi-transition, c'est pas la contre-attaque totalement. On va attaquer à la fois SGA sur un écran pistol action, encore une fois, un écran entre petits. Donc vite un écran pour obtenir le switch et que Garland puisse attaquer en mouvement là. Il va attaquer SGA, il le fait. Et vous voyez aussi qu'en deuxième rideau, qui c'est? C'est Jalen. Et encore une fois, Jalen, c'est un pivot offensif. C'est pas du tout un mec qui est capable de gérer non seulement la protection de panier en deuxième rideau, et encore moins les 1 contre 2 là, comme ça, là, être partagé entre le porteur de balle et le pivot. Voilà, ça il sait pas gérer, c'est pas un pivot défensif du tout. Donc voilà, vous voyez que mine de rien, il y a quoi? Il y a déjà 5 minutes de jouer à peine. On a déjà 5, 6, 7 actions là où ça va cibler encore et encore et encore l'ami Jalen Williams. Et en effet, il a commencé titulaire, mais il a joué très peu sur ce match. Donc voilà, repassons de l'autre côté du terrain. Une excellente passe de SGA pour justement Jalen Williams qui malheureusement manque le panier. Mais là, on va voir aussi déjà le bon quadrillage du terrain. Qu'est-ce qu'on fait? On met SGA, il va attaquer en isolation son match-up. Évidemment, contre n'importe qui, il peut passer. C'est le cas, il passe. On a Jarrett Allen qui va abandonner Jalen Williams. Et c'est vrai que un des seuls avantages d'avoir Jalen, c'est qu'il a un peu de 3 points comme ça pour punir parfois sur catch and shoot. Donc voilà, bon là, ça marche pas. Mais c'est vrai que quitte à l'avoir sur le terrain, autant l'utiliser comme ça. Et puis on enchaîne ici. Excellent système que vous connaissez beaucoup si vous êtes fan des Pelicans. C'est un Ghost Flare. Alors attends, je reprends le paint. Le fabuleux paint. Le voici. Je vais vous mettre les mots, comme ça ce sera peut-être plus facile. C'est vrai que parfois on me dit en podcast qu'on comprend pas tout ce que je dis, ou qu'on connaît pas les termes. Alors Ghost, c'est quoi Ghost? C'est un écran fantôme. Et Flare, c'est un écran qui s'éloigne du ballon. Donc, de quoi on parle? Le Ghost Screen, c'est, regardez ce que fait Isaiah Joe. En fait, il pose pas l'écran, il fait juste une course croisée. Voilà, piqué dans l'entre-petit. Et en plus, non seulement course croisée, donc il va y avoir un pick and pop ouvert, mais en plus, il y a Jalen qui pose un flare screen, donc un écran, regardez, qui s'éloigne du ballon, contrairement à un écran qui va vers le ballon dans ce sens-là. Donc bref, système classique. En l'occurrence, là, sur le deuxième écran, sur le flare, pas très bonne communication. Donc on est un peu perdu. Isaiah Joe ouvert à 3 points. Et badaboum. Voilà, j'espère que j'ai pas perdu trop de monde dans le chat avec ces explications. Mais c'est un système classique, comme dit, c'est un système que les Pelicans font beaucoup pour Trey Murphy, notamment, avec Zion. On enchaîne, on est milieu de premier quart-temps, toujours. Alors on fait pas le match entier, vous inquiétez pas, ça va pas durer 4 heures. On fait que la première mi-temps, grosso modo. Et de nouveau, on va cibler, même avec Caris Levert, on va cibler Jalen Williams. Ça pénètre bien. Toute petite erreur de Jalen Williams cette fois-ci, qui perd un peu de vue Max Strus, et donc excellente passe de Levert. Ça dégaine très très vite de la part de Max Strus. Et badaboum. Ce que je remarque avec OKC depuis le début de la saison, c'est que l'aide ne vient jamais de façon mécanique. Ça répond à des schémas, exactement, peu importe le match-up. Ça rajoute de l'imprévisibilité. Si l'aide vient toujours du défenseur du moins bon shooter, l'adversaire peut s'adapter. Cut, course croisée, exactement. C'est Elite de chez Elite OKC, exactement.
Je n'ai rien à rajouter, effectivement. Juste pour vous dire aussi, c'est fait exprès. Hein. C'est fait exprès de mettre Max Strus ici, ce qu'on appelle le côté fort, le côté où va le ballon. Bah, comme ça, bah, justement, quand on a un peu une erreur de côté fort, une mini-erreur hein, pour le coup, bah, on est à une passe près. À une passe près côté fort. Et donc là, Max Strus qui commence un peu à se mettre en rythme dans la saison, ça fait plaisir. Et il met ce tir-là assez important. Alors que là, on repart de l'autre côté. Et vous voyez que qu'est-ce qu'on fait? On va cibler côté OKC, on va cibler Garland, évidemment. Le but, c'est de cibler les petits. C'est le moyen d'attaque le plus important. Côté OKC, c'est vraiment des pick and roll entre petits pour aller chercher un match-up, tel ou tel mismatch. Donc en l'occurrence, là, ça switch. Aussi, on l'a déjà expliqué, mais pourquoi est-ce que ça switch aussi automatique, de manière aussi automatique? On pourrait se dire, mais non, mais Garland, là, Caris LeVert, il se bat pas, il pourrait rester sur SGA et ne pas concéder un mismatch, ne pas concéder ce switch. Il pourrait. Après, le problème, c'est qu'on l'a déjà vu d'ailleurs sur le match-up il y a 10 jours, c'est qu'il y a des fois où ça switchait pas, on restait LeVert, essayer de revenir, de traverser l'écran et essayer de revenir sur SGA, bah, on avait le rollman qui pouvait aller libre au poignet ou libre en pick and pop. Souvenez-vous, si vous avez vu 2-3 vidéos sur OKC de l'époque, on avait parlé. Donc voilà, switch un peu automatique, forcément. Et donc là, il va attaquer Garland et c'est facile, quoi. Une fois qu'on a le switch, c'est un peu facile. Bref, repassons de l'autre côté. Vous avez vu qu'on a quelqu'un qui est rentré, puisqu'on n'a plus Jalen Williams va sur le banc. Donc on a le fameux Brendan, dites-moi, j'ai oublié déjà. J'ai checké tout à l'heure, mais c'est quoi? Je crois que c'est Brandon, je dirais. Donc bref, plus de Jalen, donc on n'attaque plus comme ça. On va plutôt cibler Isaiah Joe avec George Niang. Et surtout, ce qui est intéressant dans la séquence, c'est justement la protection de panier de Carlsen, que je connaissais pas du tout, pour le coup. Brandon Carlson, merci Fred, merci Kamel l'Ancien. Et donc, en effet, là, de nouveau, ça switch un peu automatique ici, côté OKC. Et la protection de panier là, de Carlsen qui, hop, vous allez voir, excellente action. Il va en faire 2-3 ici même, avec en plus SGA qui met la main. Donc voilà, petite séquence défensive assez sympa. Mais vous voyez que quand il n'y a plus Jalen Williams, on n'attaque plus pareil. Donc, OKC a vite retiré Jalen pour pas que Cleveland ait un peu ce moyen facile d'attaquer. On enchaîne de l'autre côté, OKC, c'est pareil. Hein. On met Isaiah Joe, le piqué dans l'entre-petit. Voilà, et donc ça switch. Donc cette fois, il va pas attaquer Garland, il va attaquer George Niang qui est un peu plus lent. Et c'est facile, le décalage est fait. Ensuite, voilà, ça y est, il n'y a même pas besoin de décrire, hein, ça vous voyez bien. Vous voyez comme c'est facile, CSGA, c'est facile. De l'autre côté, Caris LeVert qui a le ballon. Et une interception cette fois par Isaiah Joe. Et vous allez voir, encore une fois, notre ami Max Strus, ici même, qui va faire un Danny Green cut, encore une fois. Donc le cut depuis un corner vers l'autre, vous allez voir, hop, c'est censé venir perturber justement ce que fait son défenseur, hein, parce que là, son défenseur, il est en bonne position, Isaiah Joe, pour venir aider au panier. Mais le but de la course, c'est de se dire que Isaiah Joe se dise, ah mince, finalement, est-ce que je ne devrais pas suivre le shooter? En fait, non, finalement, il reste en position, donc ça marche pas. On met même les mains là-dedans, et vous voyez que le mec, il est entre 3 défenseurs, hein, le pauvre Caris LeVert. Et à noter aussi, ce que j'aime bien, c'est que Garland est un bon shooter, mais regardez un peu l'attitude de Cason Wallace au niveau du stunt, ce qu'on appelle un stunt. Donc il dézone par rapport à Garland, il fait un stunt. Il est assez agressif. Hein. Alors que, comme dit, Garland est plutôt un bon shooter. Hop, j'enlève la souris. Il est plutôt un bon shooter, et pourtant, regardez, il vient totalement boucher l'espace, ralentir le drive. Ensuite, il revient, évidemment. Mais le temps d'avoir ralenti, ça a permis à la défense d'absorber tout ça. Donc voilà, la défense de KC qui se déploie avec Carlsen cette fois-ci. Niang patine, ouais, effectivement. De l'autre côté, pareil, SGA, hein, c'est juste du classique. On essaie un écran, mais même pas en fait, hein, ça donne rien. C'est pas très grave. Évidemment, les petits ça switch, mais ça switch pas automatiquement avec les gros. Pas tout le temps en tout cas, mais c'est pas grave puisque SGA, il va attaquer Max Strus, il va le mettre. Souvenez-vous, hein, là encore, il y a 10 jours, c'était même carrément SGA qui allait chercher Max Strus. Alors que Max Strus, bon, c'est pas non plus un si mauvais défenseur que ça. Moi, j'étais un peu surpris dans le match-up d'il y a 10 jours tiens, il va le chercher, il veut le cibler, quoi, pour le coup. Et ça avait marché. Et alors que là, on enchaîne avec une excellente passe de SGA et le 3 points de Carlson. Alors là, c'est le bonus total. Donc, où est-ce qu'on est? On est avec un switch, on a obtenu le switch George Niang. Donc là, évidemment, c'est facile, le décalage est facile à créer. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est la passe. Regardez le timing de la passe, il va relâcher la balle et envoyer assez tôt. Et ce qui fait que le décalage est bien, quoi. Plutôt que le SGA d'avant, je dirais qu'il serait allé quand même un peu plus loin dans sa pénétration. Il aurait d'abord fixé, puis libéré, ce qui aurait peut-être été un peu une perte de temps. Mais c'est un peu un truc que j'ai noté avec SGA cette saison. Et dernièrement, je trouve qu'il y a de plus en plus d'anticipation. Parce que là, le fait de relâcher la balle plus tôt, c'est que justement, il a anticipé la rotation. Et donc là, en plus, on a le coup de... Mobley qui abandonne Carlson pour aider au panier. Donc ça, c'est la bonne action pour lui.
ok, le côté Cleveland, il n'y a rien à se reprocher. C'est juste que, bah, en plus, Carlson, on ne sait pas qui c'est, mais il met des 3 points pour punir, pour punir le dézonage. Bah, c'est quand même génial, quoi. Joe, il a vu le Danny Green cut, il a dit foutu pour foutu, autant tenter l'interception. Exactement, exactement, Bamzerito. C'est un peu ça. C'est un peu ça. De l'autre côté, un petit système, on va essayer de cibler Carlson et bon, ça va passer. Ça va passer, mais regardez un peu la configuration. Système où on essaie, on fait semblant que ça va être une zoom action. Alors attendez. Attendez. Zoom. Voilà. Zoom action. Zoom action, pour ceux qui se posent la question, on en parle souvent. C'est juste un écran. Enfin, pardon. Hop. Alors, j'ai pas les bonnes commandes. Ici même, pardon. C'est un écran de George Young et un dribble end-off. Voilà. Michel qui prend les deux, c'est ce qu'on appelle une zoom action. Un écran ici et un dribble end-off, un jeu de main à main. Voilà. Donc, il y a feinte de ce côté-là. Finalement, non, c'est de l'autre côté. Mobley qui enchaîne de l'autre côté. Le truc important à retenir, c'est quoi? C'est que, ah bah tiens, comme par hasard, on a mis les 2 meilleurs shooters de Cleveland sur ce côté fort. Et donc, on peut dérouler le pick and roll classique. Enfin, le pick and roll tranquille plutôt. Parce que vous voyez que du coup, LGA, il va pas trop abandonner George Young. Et même Caruso, il va pas trop abandonner notre ami Mitchell. Et donc, le pick and roll, le jeu à deux, là, avec Caris LeVert et Mobley, se déroule 2 contre 2. La bonne passe, bonne lecture, c'est parfait. Et je crois que c'est la seule mauvaise action, entre guillemets mauvaise action défensive de Carlson sur des minutes qui ne sont pas garbage time. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis là, même un pick and pop, là on se permet tout, hein. On se permet tout carrément. Donc pareil, mince, je suis perdu. Non, c'est là, voilà, c'est là. Donc déjà, c'est vrai qu'on l'a pas trop vu encore pour l'instant. Mais ok, ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils aiment bien faire, c'est avant le pick and roll, un premier écran, donc ici avec Isaiah Joe, pour, vous voyez que Cleveland switch. Donc le premier écran permet que, notamment, c'est souvent un premier écran avec un petit, ça permet de faire switcher Cleveland d'abord. Voilà, donc on a obtenu Max Strus plutôt que Caris LeVert qui est considéré comme meilleur défenseur. Et donc comme ça, après cette première action, on enchaîne sur la vraie action, entre guillemets, le pick and roll avec le pivot, voilà, et avec un défenseur qui est un moins bon navigateur d'écran. Pardon, j'arrive plus déjà à parler. Et pick and pop parce qu'il n'y a pas de switch, évidemment. Vous voyez que, hop, Mobley va rester ici un peu en soft edge, on va dire. Il va 2 contre 1 sur le ballon, donc la passe facile. Et puis le mec met les pick and pop, et puis le mec punit quand on l'abandonne pour aider. Bon, bah ça aide, hein, ça aide d'avoir aussi un shot making. Et alors que là, on est sur une possession en zone. Et ça va être un truc hyper important. Il va y avoir une séquence de jeu hyper importante avec la zone, vous allez voir. Alors que, attendez, avant d'enchaîner, je vous lis aussi. HDA et des possessions, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à analyser. Il drive ou post-up, quel que soit le match-up, et ça passe avec mid-range. Oui, mais souvenez-vous, c'était quoi? C'est contre Boston, non? Où il y a des possessions, je roule l'idée sur lui, il dit non, mais pas d'écran, merci, laissez-moi. Isolation. Et puis il score, donc ouais, en effet. C'est vrai que HDA s'est grandement amélioré à la création pour un joueur qui n'était pas un meneur naturel. Après, il n'est pas encore élite à la création, mais il y a du mieux. Alors, meneur naturel, je sais pas, parce que moi je l'ai connu à Kentucky, c'était un sacré gestionnaire, je trouve. Il n'y a pas un côté créativité énorme, mais la gestion de jeu était. Enfin, pour moi, c'est un vrai meneur dans l'âme. Mais par contre, c'est vrai qu'il n'a jamais vraiment eu le côté créatif plus, quoi. Que d'autres ont, mais à la limite, c'est pas très grave. Donc, bref, on est sur de la zone. Et pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est important? Parce que vous allez voir que OKC reconnaît directement et on obtient un 3 points ouvert. Mais alors, quel est le problème? Quel est le problème avec cette zone? C'est que c'est une zone qui est 2-3. 2 en haut et 3 en bas. On va expliquer, même si là, Mobley sort un peu. En tout cas, il va essayer de le faire. On va expliquer. Hein. Mais déjà, première possession, on est comme ça. Et qu'est-ce qu'on avait dit aussi sur le premier match-up il y a 10 jours? C'est que quand Cleveland a fait cette zone, OKC a trouvé la parade assez rapidement. Ils ont même puni les Cavs pas mal de fois parce que les Cavs ont voulu faire cette zone dans le Money Time encore et encore et encore. Sauf que OKC avait trouvé la solution. Vous la voyez, la solution, elle est très simple. Une zone 2-3 avec 2 en haut, 3 en bas. Qu'est-ce que fait OKC? On met 3 joueurs en haut. Comme ça, on a ce surnombre 1, 2, 3 contre 2. Et à partir de là, les deux d'en haut peuvent pas tout gérer. Donc, pour l'instant, j'en dis pas plus. Peut-être on reviendra sur les images après. Mais vous voyez que ça permet de... Clairement, on a quelqu'un sur HDA et Mitchell, il est un peu partagé entre les deux. Est-ce que je sors sur Isaiah Joe de ce côté ou est-ce que je sors sur Wiggins de l'autre côté? Donc, première possession, hop, où la zone est appelée. OKC est prêt. Ça réagit direct et on obtient un 3 points ouvert sur l'aile. Donc, c'est parfait. Isaiah Joe le met. De l'autre côté, qu'est-ce que c'est? On a Mitchell qui est face à Alex Caruso, le pauvre. Hein. Quand il a pas Lou Dort, il a Caruso. c'est pas très gentil. Oui, 3 en haut. Bravo, Bamzerito, t'avais deviné là. Exactement.
Mais bon, bref, excellente position. Ouais, je vous avais dit, hein. Carlson qui fait des bonnes positions défensives, à part une, ben là, voilà. Excellente protection de panier qui vient aider sur le drive où Mitchell dépasse Caruso. Il est là, il est en bonne posture, bonne position. Et ça contre. Donc ça, c'est parfait. On enchaîne Cleveland qui, eux aussi, hein, ils font la chasse au mismatch. Donc cette fois, écran posé par George Niang pour aller chercher Isaiah Joe. Ça switch de manière automatique. Sauf que, regardez, qu'est-ce que fait Mark Daniels? Regardez ce qu'il dit. Regardez-le bien. Eh, vas-y, vas-y. Alors, en français dans le texte, hein, mais il dit vas-y. Effectivement, en fait, ok, ici concède le switch, mais ensuite, là, ça fait genre que non, ok, on switch. Et en fait, non, c'est une prise à deux qui va permettre au mismatch Joe de s'échapper de ce match-up. Voilà. Vous voyez que je fais pause. Isaiah Joe est de nouveau sur quelqu'un qui n'est plus aussi dangereux. Donc en fait, on a un peu cette technique qu'on appelle du switch and double. Attendez. Comme ça, vous l'aurez. Switch and double. Double pour prise à deux. Voilà. voilà. Donc c'est l'idée de... On fait pas une prise à deux au moment de l'écran, parce que sinon, si là, imaginez les deux, ils vont sur Mitchell, notre ami Niang, il peut juste faire un pick and pop ouvert, tout seul. Donc, au niveau de l'écran, pas de décalage, on concède rien, sauf que Mark Daniels, il dit, non, vas-y, le double, la prise à deux, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que lui, il n'était pas sur Mitchell, il va sur Mitchell, dans la prise à deux, mais sauf qu'ensuite, c'est Isaiah Joe qui se barre, vous allez voir, Mitchell qui sort la balle, ok, pas de problème, et en fait, Niang, Caruso l'abandonne, SGA va compenser ici, voilà. Donc ici, le danger est compensé. Et puis, pareil, de l'autre côté, en troisième rideau, on a Carlson qui va venir dans le corner ici même, Wiggins qui va coulisser à l'intérieur, et Joe qui peut revenir donc tranquillement sur Caris LeVert. Voilà. Vous voyez que je détaille un peu lentement hein, pour vraiment que vous voyez, mais si on met à vitesse réelle, vous voyez que c'est un balai très très bien organisé. Et c'est pas pour rien si on fait des prises à deux et que c'est exactement Isaiah Joe qui s'en échappe. Tout ceci est fait, tout ceci est voulu. Et d'ailleurs, ça finit avec même un excellent close-out de la part de Carlsen qui force Max Strus à driver et ça fait marcher. Et voilà. Donc, si vous voulez un peu des exemples de coordination de collective de la part de cette défense d'OKC, non seulement coordination, mais aussi le côté agressif et polyvalent. Voilà. On a un mismatch, on arrive à le faire sortir. Isaiah Joe, on arrive à te faire te barrer. Bref, voici une autre possession, première possession du deuxième quart-temps. Qu'est-ce qu'on a? On a Jalen Williams qui va attaquer. Il va sur son spot, il prend le flotteur. Et ce qui est hyper intéressant ici, c'est déjà un premier écran, vous voyez, Lou Dort avec Caruso. Comme ça, hop, ça switch. Et donc, on a George Niang qui est obligé de switcher de manière automatique, qui va hop sur Lou Dort. Et donc, quand ensuite on fait la vraie action, Jalen Williams qui fait le dribble and off, là, qui vient chercher la balle, bah, c'est George Niang qui saute sur lui. Et donc, juste deux écrans, deux très simples, et on a un bon mismatch que Jalen peut attaquer. Donc ça, c'est le début. Et puis, regardez surtout ce que fait Aaron Wiggins, qui c'est assez intéressant. Il va faire un écran, mais en fait, il va même pas faire un écran sur George Niang. Il va faire un écran sur son propre attaquant. Regardez, il s'arrête, il se met là, et il fait un écran sur Mitchell. Et donc là, là on a un boulevard. Hein. On a un boulevard pour Williams qui peut aller sur son spot. Mais c'est hyper intelligent parce que finalement, il n'y a même pas besoin de faire un écran sur Niang. Williams va le dépasser. Donc ce que fait Wiggins, c'est hop, il s'arrête et je bloque mon propre défenseur parce que comme ça, là, le play call défensif, c'est un switch. Mais sauf que là, Mitchell, s'il doit switcher, il doit être de ce côté. Il doit réceptionner Williams ici. Mais donc, Wiggins qui bloque son propre attaquant, il empêche que Mitchell puisse switcher sur l'action. George Niang, il est en retard aussi. Et donc, bref, voilà, les petits secrets de fabrication de notre ami Wiggins, hein, qui est un excellentissime joueur, je trouve, de piquer dans l'inversé. On n'en parle pas assez, on parle beaucoup des progrès offensifs, balle en main, etc. Mais Wiggins, franchement, moi j'aime beaucoup en tant que poseur d'écran. Et là, vous voyez aussi une séquence, on est deuxième quart-temps, il n'y a pas Jalen Williams. Les minutes de gloire de Brandon Carlson sont finies. Ah, alors qu'on salue Benji. Salut Benji. Débrief sportif dans le chat. Salut. Et Malakos qui nous dit le meilleur Wiggins de NBA. C'est possible. En tout cas, ce sera le cas dans 3-4 ans, je pense. Bref, donc pas de Jalen, pas de Carlson. Et on est sur des schémas donc en small ball. Effectivement, là, le pivot, on peut dire, c'est Kenrich Williams, donc, qui est plutôt un poste 3 de formation. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que ça switch partout. J'ai mis au ralenti, mais regardez un peu comment ça se passe. C'est que sur la zoom action, donc un dribble and off, un écran pour un shooter, Max Strus qui va débouler. Mais en fait, aucun décalage parce que tout est switché. Kenrich, hop, je vais sur Max Strus. Le rôle de Mobley est absorbé par Wiggins et Jalen revient sur le shooter. Voilà, aucun décalage concédé. Et en plus, on a ce bonus de la fin. Dort qui est sur Okoro, qui va venir aider. Il va mettre la main, créer le turnover.
Et voilà, donc là, Mobley qui est en train de se dire, bon, j'ai peut-être, il n'y a pas de décalage, mais j'ai peut-être un mismatch que je peux attaquer. Wiggins éventuellement, ben non, même pas le temps de se retourner que, que finalement, finalement il y a interception. Lou Dort qui va au panier, on va le détailler. On nous dit le meilleur Aaron de NBA. Il y a combien de Aaron en NBA actuellement? Il y a quoi? Non, Aaron Afflalo, non, il est plus là, pour le coup. Aaron Harrison, non. Non, j'ai du mal à penser à Aaron. Là. Ah, Aaron Gordon, oui, évidemment. Évidemment, merci Benji. Merci Benji. Où on était? Oui, Lou Dort. Encore une fois, sauf que cette fois, vous avez vu pick and roll avec Wiggins. Et cette fois, il pose pas d'écran, c'est juste une course croisée. Hop! La course croisée. Et surtout, la feinte, la subtilité, c'est que vu qu'il n'y a pas d'écran, vu qu'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de switch. C'est un peu l'idée de ces ghost screens, ces écrans fantômes, littéralement. Vous allez voir, c'est que il pose pas. Oups, j'ai bugué. C'est là. Il pose pas l'écran. Et par contre, qu'est-ce qu'il fait? Il vient toucher la hanche. Regardez, il vient toucher la hanche de Max Strus. Et c'est un truc que Isaiah Joe fait aussi beaucoup et que font beaucoup de joueurs NBA. C'est un peu le truc de, avec la hanche, je te touche comme ça, t'as l'impression que il y a peut-être un petit contact et donc ça veut dire qu'il y a switch. Et en fait non. Enfin bref, c'est les secrets de fabrication des ghost screens et surtout ça permet à Lou Dort d'attaquer en mouvement. Il n'y a pas de switch, personne s'interpose. Il y en a un qui n'a pas switché parce que Michael se dit non, c'est un ghost, donc je switch pas, il n'y a pas d'écran. Et par contre, Max Strus, il était en train de se dire si, il y a écran, donc je switch. Et donc finalement, hop, boulevard. Bref, vous avez compris l'idée. Des drives, ça c'est un peu la recette magique de OKC, c'est les drives. Le voici, on attaque de l'autre côté. Kenrich Williams et ça switch. Voilà. Et donc là, on va commencer à avoir le contre-move que vont tenter les Cavs. Alors, petit quiz. On va voir si le Basket Lab, on fait bien notre boulot. Petit quiz dans le chat. Quel est le contre-move au switch? Quel est un des contre-moves au switch? Vous allez me dire qu'est-ce que Cleveland va faire? Non, en fait, c'est un prétexte pour boire et pour vous lire aussi. Des Aaron, ça compte pour le jeu des Aaron? Ouais, peut-être. Aaron Mackie? Non, ça compte plus, ça par contre. Parlant, comment il s'appelait le mec des... C'est Aaron Mackie, le mec des Warriors? Je sais plus. Bref. Ce qui est bien avec le small ball, il défend le ballon bas avant qu'il monte, un peu comme Russ quand il défendait sur Wemby. Oui, effectivement. Effectivement, oui, alors oui, bravo Bamzerito. Ce sont les écrans glissés, effectivement, vous allez voir. Donc, le switch, c'est je passe la responsabilité, je te passe la responsabilité. Donc, Heinrich va monter, prendre Mitchell, mais sauf qu'il y a ce très très court laps de temps où, en fait, Mobley est défendu par personne. En fait, juste avant que Dort ne le prenne et juste après que Kenrich l'abandonne, voilà, l'écran glissé, c'est je pose pas l'écran non plus et vite je coupe au panier. Vous voyez que si je fais pause, il y a deux sur le ballon un peu de facto alors que c'est pas voulu, mais et on a aussi Mobley qui s'échappe avant tout le monde. Sauf que, je ne sais pas si vous l'avez vu, excellente rotation de Jalen Williams. Malgré tout, une bonne possession parce que ça se finit avec un 3 points. Mais il est ici, Jalen Williams, qui a fait un match défensif de très très haut niveau et notamment dans tout ce qui est protection de panier. Vous le voyez, ligne de fond. Et justement, lui, il va venir aider. Il est là en position. Là, il est bien en position pour empêcher un lay-up facile. Cela dit, excellente lecture, extra passe de Mobley. Ty Jerome qui met le 3 points. Bim bam boum badaboum. Doc Rider, salut, bienvenue Doc Rider. Effectivement, écran glissé. Alors, écran glissé, ghost screen. Très bonne question. Est-ce que c'est pareil? Dans l'idée, c'est pareil. Dans l'idée, c'est... en gros, il n'y a pas d'écran. Hop, on va prendre Paint, vous allez voir. Comment on fait là? Comment on fait? Peut-être comme ça. Ouais, la souris, c'est pénible. Ça, c'est un mec avec la balle. Non, ça marche pas. le ghost screen, en gros. Mince. Mais non, mais c'est... Ah, le crayon, merci. Donc là, c'est les 3 points. Voilà. Donc ça, c'est la balle. Ici. Est-ce que ça va au niveau de Paint ou pas? Le ghost screen, grosso modo, c'est un mec qui va venir de là. Donc je vais faire une croix là. Hop. Il vient ici. Et le ghost screen, en fait, c'est une course croisée, littéralement. Donc il s'arrête pas. Voilà. Ça, c'est un ghost. De l'autre côté, alors c'est de la subtilité et c'est pas très important, c'est juste des appellations, mais si vous voulez vu que vous posez la question, l'écran glissé, en fait, c'est un mec qui est là, le poseur d'écran. Il va pas du tout faire une course croisée comme ça toute droite. En fait, il monte comme s'il y avait un écran. Et sauf qu'en fait, au moment où il y a le contact, hop, je glisse dans le dos vers le panier.
C'est un peu ça l'idée. Donc c'est peut-être, on peut le résumer très grossièrement, c'est une question de presque où est-ce que tu vas, quoi. Mais en gros, l'écran glissé, c'est je vais poser un écran et en fait non, je glisse au panier avant et donc comme ça là, tu as deux Gugus ici qui se retrouvent à défendre ici sur le ballon. Donc toi tu pars avant. Et le Ghost Screen, il y a un peu cette idée, vous voyez Isaiah Joe de en fait je vais comme si je vais faire un écran ici, en fait non, je m'arrête pas, je continue. Voilà. Juste grosso modo. Alors je regarde le chat. Est-ce que ma séquence Paint a fait des, des ravages? La taille du curseur, ouais. Effectivement, je préfère les schémas de JJ Redick. Oui, ça je peux comprendre. La tablette pour dessiner les systèmes, incroyable. Oui, merci. J'espère que ça vous aura plu. Garincha, salut, bienvenue Garincha. J'arrive et il y a du Paint avec curseur géant incroyable. Bref, la taille du crayon. Ouais, bref. Où est-ce qu'on était? Où est-ce qu'on était? Bah, je ne sais plus. Mais là, on le voit encore une fois. On le voit encore une fois. Écran glissé, donc taille Jérôme, ici même. Regardez ce que fait Mobley. Hop, vite, je m'écarte avant de poser vraiment un contact. Hop, je m'écarte vite. Et comme ça, je reçois la balle. Le problème, c'est que cette fois, Aaron Wiggins, il était prêt, quoi. Il était prêt et il voit que ça s'écarte vite. Je mets la main, limite quasiment interception. Et en plus, Kenrich Williams qui s'interpose en second rideau, ici même. Donc il va venir aussi couvrir derrière. Et pourquoi? Parce qu'il défend sur Isaac Okoro. Donc clairement, on peut l'abandonner à 3 points. Il est pris en sandwich. Très bonne action malgré tout de Mobley pour le coup. Mais voilà, donc on a cet aspect de déjà Wiggins qui s'adapte. Et en plus, l'aide en second rideau qui a été parfaite. Hein. Et c'est aussi un moyen où vous voyez que... Un moyen où... Bah oui, c'est quand même très bien d'avoir un pivot pour la protection de panier. Parce que c'est ce poste-là qui classiquement a un peu les qualités et même la taille et l'envergure. Mais c'est vrai qu'on a des schémas qui peuvent aussi s'appuyer sur ce genre de protéger le panier avec des mecs comme ça qui défendent en second rideau. Je crois que l'exemple le plus parlant, c'est le Miami Heat de Dwayne Wade et LeBron. Clairement, le but du jeu, c'était de faire des edges dans le périmètre. Donc de dire par exemple à Chris Bosh de monter très haut, là, de faire des prises à deux, de faire de la pression sur le ballon. Et en fait, l'identité du Heat, c'était aussi d'avoir un Dwayne Wade et un LeBron qui sont deux des meilleurs de l'histoire en termes de dépassement de fonction, protéger le panier. Et voilà, et ça tenait aussi sur la capacité de Wade et LeBron à protéger le panier sur ses rotations. Bon, ok, ici, c'est pas Kenrich, c'est pas Wade ou LeBron, mais on a Jalen Williams qui fait du très bon dépassement de fonction là-dessus, qui est vraiment plus que juste l'ailier qui protège le panier, quoi. Il fait vraiment des trucs très très bien. Kenrich aussi, enfin voilà, il y a un peu tout le monde, donc ça tient aussi là-dessus, quoi. C'est aussi comme ça qu'on peut expliquer que finalement, il n'y a pas de pivot, mais on peut bricoler. Voilà, on peut bricoler pour protéger le panier. Petite action, oui, pourquoi? Parce que c'est Ty Jerome qui attaque Caruso. Et bon, il va au panier, il prend la faute. Parce que Ty Jerome est génial, quoi. Mais c'est vrai que, bon, à part cette action, je voulais aussi mettre l'action pour en parler, mais pas un grand match de Ty Jerome qui a été plutôt bien freiné. Et on sait que ça avait été un facteur X assez énorme, pour le coup, du match il y a 10 jours. Il avait été incroyable. Première mi-temps, il rentre, il fait 4-5 actions géniales. Et une dernière à la fin qui est loupée, mais ok. Et deuxième mi-temps, pareil, c'est Ty Jerome qui rentre et qui fait 4-5 actions de folie, encore une fois. Donc voilà, c'était un énorme facteur X. Et au final, sur ce match-là, ça n'a pas été un facteur du tout. Guillaume, excellent sur Painta, merci. merci. Comment tu expliques que Ty Jerome, qui nous punissait lors du dernier match, a été autant annihilé? Je sais pas trop. Je sais pas trop, pour le coup. Parce que, si tu te souviens, c'était vraiment beaucoup d'isolation sur le match la dernière fois. Et puis, moi, mon explication, c'est que qui est le pivot? C'est Kenrich. Et je me demande à quel point c'est fait exprès ou pas, ou c'est juste une coïncidence. Mais Ty Jerome était aussi excellent, souviens-toi, pour aller au panier sur des pick and roll. Je ne sais pas si je peux arriver à trouver les highlights vite fait, ou si c'est beaucoup demandé. Mais clairement, on avait un aspect où en fait, il s'arrêtait, il est jamais allé vraiment au panier, pour le coup. C'était vraiment, c'était beaucoup de flotteurs un peu loin du panier, mais il les a tous mis. Mais voilà, il y avait un peu un aspect de le pick and roll, l'écran lui donnait ce mini décalage qui lui permettait d'aller en tête de raquette faire son flotteur. Et bref, là je me demande à quel point est-ce qu'OKC a pas un peu fait exprès de basculer en switch all ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, le fait est que c'était du switch all, donc il n'y avait pas ce côté un peu décalage facile quoi, qu'il y a eu au premier match. Bref, on arrive sur la zone, une séquence hyper importante. On va détailler. Donc, on a expliqué la dernière fois le match il y a 10 jours. La zone de 3. Ok, donc 2 en haut, 3 en bas. Et OKC avait trouvé la parade en mettant 3 en haut. Ok, donc ça crée un surnombre. Mais sauf que Kenny Atkinson aussi, il a vu le match. Il n'y a pas que nous qui avons vu le match, évidemment. Et j'ai trouvé qu'il y avait déjà des ajustements sur la zone, notamment
vous allez voir qu'il y a deux actions, il y a deux trucs. Les ailiers, ou les mecs en bas de la zone, là, dans la ligne de 3, ils vont être beaucoup plus agressifs pour sortir. Donc Okoro sortir haut sur l'aile et Max Strauss sortir haut sur l'aile. D'ailleurs, vous voyez que, hop, Max Strauss, il sort très haut, alors que le match il y a 10 jours, il était plutôt en bas, et c'était un peu aux deux en haut, là, de faire le balayage sur l'aile. Donc ça, c'est le premier ajustement, c'est l'attitude des deux en bas, là, de Okoro et de Max Strauss qui est différente. Vous voyez que c'est lui qui fait le balayage. Voilà, Okoro pareil de l'autre côté, hyper agressif. Et puis vous allez voir aussi que ça va se jouer aussi au niveau du pivot. Le pivot aussi, plutôt que rester en bas, c'est lui qui va venir s'impliquer sur les actions en haut. On verra ça tout à l'heure. Mais alors attendez, est-ce que je peux retrouver par rapport à tout à l'heure je sais pas où était la première position de zone. Non, c'est pas ça. C'était peut-être ça, non. C'est peut-être ça. Oui, c'est ça. Non. Non, c'est pas ça. J'essaie juste de trouver l'autre position de zone parce qu'on voyait déjà l'attitude des mecs sur les ailes. J'arrive pas, c'est pas très grave. C'est ça ou pas? Non, c'est peut-être celle-là. Non. Bon, c'est pas grave. Bref, surveillez aussi l'attitude des deux mecs sur les côtés là, qui vont faire le balayage plus haut que d'habitude et qui va permettre de, ben voilà, que c'est pas à Garland de faire ce balayage ici. Il y a les mecs sur les côtés qui montent. Donc ça c'est important. Donc vous voyez que par exemple ici, le fameux surnom, bon, on l'a hein, techniquement, on a 3 en haut contre 2 en haut pour les Cavs, sauf que cette fois il y a l'aide qui vient ici. Donc c'est pas pareil. Donc là, il n'y a pas de décalage, c'est pas créé. Renversement, c'est pareil. Excellente rotation de la part de Okoro. Voilà, ça fait tourner, on n'arrive à rien. Encore une fois, vous voyez que la zone se déforme beaucoup plus en fait. Hein. On a ce côté où les mecs étaient dans le dunker spot, hop, ça monte plus haut, ça vient absorber. Voilà, donc la zone pour l'instant elle tient très bien, elle tient très bien, elle tient très bien. À la fin, on a un tir contesté de Caruso. Que se passe-t-il? Bon, voilà. C'était aussi l'histoire du match. C'est aussi le fait que, bah ouais, pas de chance, mais Caruso qui a mis un 3 points contesté alors que tu as une excellente position de zone. Et puis, regardez, ceci est une zone. Voilà, ceci est la zone 3-2. Sauf que ça n'a pas l'air. Mais parce que Jarrett Allen est ici, et on se dit, bah non, c'est du homme à homme. En fait, non, on est dans de la zone. Regardez, je laisse un peu dérouler, vous allez voir. Voilà, Jarrett Allen se remet dans la ligne de 3. C'est vraiment une zone. Mais sauf que, quel était le problème? C'est que le contre-move qu'avait trouvé OKC, c'était notamment de mettre 3 contre 2 en haut, mais surtout, la manière la plus simple de faire un 3 contre 2, c'était aussi de poser un écran. Et donc, en fait, là, imaginez, on efface lui. On efface. Alors, je ne peux pas le faire avec Paint, mais on l'efface. Il n'y a pas de Jarrett Allen. Voilà, je le cache avec la souris. Vous voyez que, en fait, s'il y avait pick and roll entre Jalen et Kenrich, bah, il fallait bien que quelqu'un vienne compenser. Et donc, c'était Garland qui venait défendre le pick and roll ici. Donc, il y avait un 2 contre 2 ici. Et donc, il y avait un mec sur l'aile qui était libre il y a 10 jours. Alors que là, ajustement, la zone n'est pas pareille. On fait monter. Le mec qui est censé être en bas dans la ligne de 3, on le fait monter. C'est lui qui défend le pick and roll. Et ensuite, il va repartir. Hein. Mais c'est lui qui défend le pick and roll. Et comme ça, Garland peut rester sur le mec sur l'aile. Et donc là, en plus, si on fait pause ici, vous voyez que 3 contre 3, on n'a pas du tout l'avantage qui a été créé à l'époque, il y a 10 jours, avec les fameux pick and roll en haut de la zone de 3. Donc c'est pour ça que je vous dis, Kenny Atkinson aussi il a bossé. Hein. Vous voyez que l'attitude de Max Strus là et Okoro, elle est pas pareille, et l'attitude aussi de Jarrett Allen, elle est là. Donc là, on est vraiment sur de l'analyse de micro-détails de zone, mais franchement, si on se refait un peu les séquences, d'ailleurs c'est dommage que je ne l'ai pas fait, j'ai pas sauvegardé les fichiers là devant moi, mais franchement c'est assez évident qu'on a une attitude qui est totalement différente. D'ailleurs, pareil, regardez, hop, Okoro qui vient sortir très haut sur l'aile, plutôt que de laisser ça à Garland ici même, voilà. Donc là, pas de décalage, on peut pas pénétrer, voilà, on peut pas, on fait tourner, on pénètre, kick out, encore un 3 points contesté de Caruso, et que se passe-t-il, mesdames et messieurs? 3 points contestés après une bonne possession de zone de Caruso, bah ça fait splash. Voilà. C'est Cleveland qui a fait le bon ajustement sur sa zone. Ils doivent se dire mince. Bref, tiens d'ailleurs, c'est quoi? C'est Kamel l'Ancien qui me posait la question. Ouais, c'est ça. Bah, regarde qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que Ty Jerome ça marche pas bien? On est sur un pick and roll avec Jarrett Allen. Ok, sauf que cette fois, il peut pas pénétrer ici en tête de raquette, faire son flotteur parce que ça switch. Voilà. Et là, bon, Ty Jerome, il fait de la magie, mais c'est Ty Jerome, quoi. C'est pas, c'est pas un mec capable de passer Kenrich Williams, qui est un très bon défenseur on-ball. Voilà, il n'y a pas assez de création pure, mais j'ai quand même laissé l'extrait pour ça. Pour la passe, vous avez vu à la fin le Garland. Mais voilà, c'est aussi tout le truc, c'est que les 1 contre 1, bah, c'est pas pareil pour un créateur de niveau moyen. Une star, ok, une star, il n'y a pas de problème. Mais un créateur de niveau moyen, un écran, ça permet de créer un petit avantage, alors que le 1 contre 1, bah non, c'est pas pareil. Et puis voilà, la belle passe, vous l'avez vu. Hein. Magnifique passe de Garland, hop,
qui a fait d'ailleurs un très gros match, hein, je trouve. Autant Mitchell a pas fait trop son match, autant Garland, j'ai trouvé vraiment excellentissime pour le coup. Donc voilà. Voilà, je surveille le chrono. Oh, on est à 1h, bon, ça va. On va même faire ça en 1h30, je pense. Pardon, je m'étouffe. Ty Jerome, une nouvelle fois, vous avez vu, bah, ça switch. Donc pas de décalage, ça switch, ok. Mais c'est pas grave, on a prévu le coup. On fait un pick and roll sur Inel et regardez, on a un flare screen de la part de Dean White qui vient se mettre ici. Comme ça, quand on a le renversement de jeu, bah, Caruso qui dézonnait un peu là, il dézone pour boucher l'espace. Bah, il est pris, hop, il est pris un revers. Ça donne un peu d'espace à Garland d'enchaîner. Il y va et il va mettre un très joli panier avec ce mini temps d'avance. Voilà, Garland pour le coup j'ai beaucoup aimé et on enchaîne avec le in and out de l'espace. Est-ce que vous l'avez vu là? Vous l'avez vu ou pas? Il enchaîne 3 actions incroyables. Regardez ce in and out. Je comprends pas comment Caruso. Enfin c'est incroyable ce move. Et puis la passe à la fin complètement hors de contrôle, mais j'arrive juste assez à rester justement sous contrôle. Magnifique, 3 points verts. Bon, le problème c'est que c'est Isaac Okoro. Mais voilà, encore un tir de très bonne qualité créé par Garland. Hop, je bois un peu d'eau. Je vous lis. Pour moi, la différence majeure de réussite face à cette défense de zone, c'est qu'on a été en réussite à 3 points. Exactement, parce que si tu te souviens, la zone sur le match d'avant, c'était beaucoup de... ça pénétrait, quoi. On arrivait à casser la première ligne et à pénétrer. Et il y avait, je crois qu'il y a eu 2-3 flotteurs de Hartenstein, il y a eu des layups de Jalen Williams, il y a eu des trucs comme ça, quoi, pour le coup. Donc ouais, je suis d'accord. Parce que la qualité de tir, elle n'était pas si bonne que ça, mais le shotmaking a aidé. Bref. En sortie de temps mort, Garland, renversement de jeu, ça va être un step-up screen. Alors attendez. Paint. Mince. Il est où le texte? Aïe, je suis pas un expert. Voilà. Step-up screen. Voilà, comme ça. Step-up screen, c'est quoi? C'est juste, on fait beaucoup de mouvements comme ça, et le step-up, ça va être celui de Dean Wade. Hop, renversement, on redonne à Garland, et l'écran qui arrive un peu comme ça, surprise, pour enchaîner. On y va. Et vous avez vu qu'on va cibler non seulement Isaiah Joe, mais en plus, j'ai Lynn Williams qui est revenu sur le terrain. Donc non seulement ici, un écran qui n'est pas posé, un écran fantôme. Donc Wallace se dit, bah tiens, ça switch alors que Isaiah Joe ne switche pas. Donc Garland a un temps d'avance. Et en plus, encore une fois, qui c'est qui est censé protéger le panier? Bah, c'est Jalen Williams. Vous avez vu à quel point il saute tôt, tellement il est pas bon. Il saute quand même beaucoup trop tôt, l'angle n'est pas du tout fermé. Et donc Garland, bah, c'est facile, quoi. Il prend la faute. Et donc voilà, on arrive, dès qu'il est sur le terrain, on le cible, hein, le pauvre Jalen Williams pour le coup. On réenchaîne ce même pick and roll, mais cette fois l'écran est posé. Donc Garland avec Dean Wade, le voici. Cette fois l'écran, hop, on fait semblant qu'on pose l'écran de ce côté, mais on va de l'autre côté, regardez. Il fait ce qu'on appelle une Varejao. Hein. Alors Varejao, je ne vais pas l'écrire, hein, vous le connaissez, c'est Anderson Varejao. Le côté, je change l'angle de l'écran, c'est pas ici, hop, je change au dernier moment, le voici. Et donc bah, ça perturbe évidemment le switch. Hein. Est-ce qu'on switch? Qui c'est qui fait quoi? Qui prend quoi? Qui est où? Et donc pull-up ouvert à 3 points pour Garland, c'est magnifique. Voilà, quand même de bonnes choses, hein, côté Cleveland, malgré la défaite et la déferlante de 3 points. Et puis là, voilà, là c'est aussi pour ça que bah ouais, il vaut mieux que Ty Jerome y mette ses points, parce qu'il va aussi t'en coûter en défense. Je vous lis des messages. Ce que OKC fait, ça se transcrit facilement en playoff. C'est une défense sur demi-terrain d'élite. Je suis d'accord. On a tendance à voir le harcèlement à la relance avec Lou Dort et Caruso, mais c'est surtout la structure off-ball en défense qui fait la force d'OKC. Oui, je suis d'accord, exactement. Mais c'est un peu le truc avec la NBA d'aujourd'hui, enfin les défenses d'aujourd'hui, c'est que il n'y a pas que le on-ball qui compte en fait. Voilà, je vais pas le redire pour la millième fois, mais pourquoi Jrue Holiday au Bucks, quand tu passes de Jrue Holiday à Lillard, ça marche moins bien, c'est parce que c'est pas que la défense on-ball, quoi. C'est aussi le fait que Lillard off-ball, il est pas très bon, quoi. Et en effet, et ça je pense qu'il faut aussi en parler, mais OKC c'est une équipe qui en fait a drafté et a développé des joueurs, mais ils ont surtout sélectionné des joueurs qui collaient parfaitement avec leur philosophie à la fois offensive mais aussi défensive. Offensivement, c'est surtout le fait de dire non, nous des Uber athlètes, on n'en veut pas forcément, ça ne nous intéresse pas, on veut surtout des mecs qui sont capables de jouer en mouvement, de faire des passes en mouvement, de shooter aussi si possible, mais surtout le côté decision making en mouvement. Donc ça a été important, ils ont sélectionné des mecs à la draft et ils ont développé des mecs comme ça. Et surtout en défense, le jeu des possessions, et notamment par le playmaking défensif. Moi j'ai sorti un podcast sur l'intersaison d'OKC cet été, avec un titre bien putaclic de le secret de l'intersaison d'OKC. Bah, pourquoi ils sont allés chercher Caruso et Hartenstein? C'était pour le jeu des possessions. L'un pour le rebond et les steals, c'est Hartenstein, et l'autre parce que c'était notamment
le playmaking défensif, les styles de Caruso, quoi. Donc il y a aussi ce truc très en fait d'aller prendre les joueurs qui correspondent à la philosophie de l'équipe, quoi. Et ça c'est je dirais pas que c'est unique en NBA, mais c'est un truc qu'ils font très 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 bien. Donc ouais, je suis d'accord que c'est pas que du on-ball, c'est aussi du off-ball, quoi. Et pour le coup, tu vois, Lou Dort, c'est très très sympa on-ball, c'est pas le meilleur off-ball, mais c'est pas grave parce qu'il est un peu compétent. Mais si je veux dire, si t'avais que Lou Dort dans cette équipe, t'aurais pas un voilà, t'aurais pas un niveau de compétence collective à mon avis à ce niveau, quoi. Mais j'ai des doutes sur leur attaque et leur niveau de création. Alors la création, je sais pas. C'est vrai que les playoffs de Jalen Williams, c'était pas rassurant l'an dernier. Et même cette année, il fait pas non plus une grande saison en termes de création pure. Il a pas passé le step qu'on espérait peut-être, mais en même temps, il est très jeune encore. Après, moi, c'est surtout aussi le spacing. Parce que pour le coup, tu vois là, bon, là, Cleveland. Attends, j'ai les stats ou pas? Cleveland a mis aucun tir, quoi, sur ce match-là, si je ne dis pas de bêtises, on l'a vu tout à l'heure. Et Cleveland est à 25, ouais, 27% à 3 points. Je pense que sur une série de playoffs, tu vas avoir des équipes qui vont quand même mieux shooter. Donc pour moi, il y a encore tout de même un peu cet aspect de à quel point est-ce que Lou Dort peut être jouable, à quel point est-ce que Caruso aussi, en tout cas les deux ensemble sur de longues minutes. Enfin voilà, à quel point on n'a pas trop parlé encore parce qu'on n'a pas vu, mais le combo Hartenstein avec Chet Holmgren, au final, quand tu as Hartenstein qui apporte plein de trucs, hein, je suis le fan numéro 1 de Hartenstein, hein, on est d'accord. Mais effectivement, tu perds un peu le pouvoir magique de Chet, c'est-à-dire tu as un défenseur qui te permet d'avoir un 5 out en attaque. Donc voilà, je sais pas trop, mais je suis pas non plus hyper inquiet, je t'avoue. Je suis pas hyper inquiet. Je pense qu'ils peuvent tomber, genre, contre le mauvais match-up, genre un Dallas en feu, par exemple. Je pense que ça peut le faire. Ou alors, comment est-ce que tu vas gérer un Jokic si Denver est bon, en termes de défense, je veux dire. Mais ouais, c'est un peu. Je suis pas non plus inquiet du tout. Je pense qu'on est quand même sur le favori, quoi, pour le coup. Ou merci Bamzeritou qui nous dit Game 6 de Clay, ouais. Merci. Petit souvenir pour les fans, c'est très gentil. Jalen a beaucoup été ciblé, en effet. Mais les switches de Joe aussi, en effet. Il lui arrive de se louper là-dessus. Oui, totalement. Et même s'il se loupe pas, il est juste limité, quoi. Bref, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on disait? Oui, vaut mieux que Ty Jerome mette ses tirs parce que quand il les met pas. Enfin, de toute façon, qu'il les mette pas, il va se faire cibler. Et je vous ai épargné tout le troisième carton où il est sur le terrain et il se fait mettre à mal. Et voilà, ça switch. Au début, ça switch pas, finalement, ça switch. Et on a Ty Jerome qui se fait punir. Bref. Voici pour cette action. De l'autre côté, on continue toujours les pick and roll entre petits. Hein. Vous avez remarqué, hein. Même action, cette fois, on va cibler un peu et Garland et Mitchell, si possible. Avec une action qu'on appelle... c'est un Spain, on peut l'appeler? Est-ce qu'il y a un écran? Non, c'est juste un leak. Bon, c'est pas très grave. En gros, on va cibler Mitchell. Voilà, on obtient le mismatch. Et puis, bim bam boum badaboum. SGA qui met le panier. Rien de plus à dire. De l'autre côté, c'est pareil. Il n'y a plus Jalen Williams, je crois. Oui, il n'y a plus Jalen. Donc, on va cibler quelqu'un d'autre. Ça va être Isaiah Joe. Le voici. Et encore une fois, vous l'avez vu, la prise à 2 qui permet que Isaiah Joe se retrouve en dehors du danger. Voilà. Là, on fait pause, on est en fin de possession quasiment. Il n'y a plus de décalage, chacun est sur son attaquant et Isaiah Joe est de nouveau sur un mauvais attaquant. Et donc, comment est-ce qu'ils font ça? C'est que, encore une fois, hein, au moment de l'écran, on switch. Voilà, pas de décalage à faire sur l'écran. Par contre, il y a la prise à 2, le switch and double. Et en effet, prise à 2. Voilà, Jalen qui arrive et lui, Jalen, il arrive, il va rester. Et Isaiah Joe, il se barre. Voilà. Et là, encore une fois, 2 sur le ballon. Et donc, Wallace qui compense, Wiggins qui compense, SGA qui compense. Et comme ça, tout un système de rotation. Et Isaiah Joe se retrouve de nouveau caché dans le corner. C'est quand même des schémas assez incroyables, quoi, pour le coup. Et je crois que malgré tout, la voici. Garland qui arrive tout de même à mettre le tir à la fin. Vous avez vu aussi peut-être le côté, la next defense. Là encore, Jalen hyper agressif, Garland qui peut pénétrer, et sauf que Isaiah Joe va venir s'interposer, et Jalen va revenir sur le shooter. Donc le peel switch, encore une fois, on le voit, hein, c'est la possession défensive est excellentissime. Entre le switch and double plus la next defense à la fin, c'est juste que Garland, il fait un bon match. Voilà la défense de KC. J'ai beaucoup parlé, je commence à perdre ma voix. En dehors de notre réussite à 3 points par rapport à l'adversaire, ce qui me fait notre force, c'est d'avoir compensé la faiblesse au rebond. Je suis d'accord, ouais. Par les pertes de balles provoquées. Oui, et puis je pense que Hartenstein, une fois que tu auras Chet, tu pourras redéployer Chet en mode protecteur de panier, sur pick and roll et tout. Et tu auras Hartenstein qui va aussi aider beaucoup au rebond, offensif et défensif à mon avis. Donc voilà.
Pipa qui nous dit exact. Alors ça doit être par rapport à ce que j'ai dit. Les playoffs, c'est vraiment un autre basket. Je pense qu'OKC avec un shooter d'élite de plus en sortie de banc, ce serait bien pour rajouter du spacing. Typiquement, je ne sais pas comment ils vont battre Dallas sur une série si le niveau de création sur demi-terrain n'est pas suffisamment élevé. Dallas peut sanctionner sur des jeux, des possessions. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait. Hein, souviens-toi l'an dernier avec le rebond offensif. Dallas qui n'est pas une équipe qui va au rebond offensif. Et pourtant, ils ont pilonné toute la série. C'est une stratégie, hein, c'est fait exprès. Ils sont allés beaucoup au rebond offensif pour punir un peu le côté Chet est léger et pas bon rebondeur. Ou alors Chet est dans le périmètre sur un switch. Donc ouais, c'est possible. Et je crois que le pire match-up, c'est Denver. En raison de Jokic plus Murray. Ouais, en effet, disons que maintenant que tu as Hartenstein, je me fais moins de soucis par rapport à Denver et Jokic. Parce que tu as un peu cet aspect de. Tu n'es plus obligé de faire comme l'an dernier, automatiquement des prises à deux qui sont un peu risquées. Là, je pense qu'Hartenstein, il y a des fois, tu pourras te dire, bon, on peut tenter au moins de l'avoir à 1 contre 1, ou en tout cas d'avoir Hartenstein à 1 contre 1, plus derrière, t'as Chet Holmgren qui peut aider. Voilà, ça peut le faire aussi, alors que là, on voit juste c'est mince. Ici même, pas d'écran, juste SGA qui va attaquer au Okoro. Voilà, tranquille, je vais au panier. Bon, rien à dire, hein, c'est le MVP, on peut le dire ou pas, ou c'est trop tôt? Je pense qu'il va être élu MVP, personnellement. Et là, on a aussi un bon exemple. Je voulais laisser cet exemple parce que ouais, on se dit, mais pourquoi est-ce que ça switch de manière automatique, c'est piqué dans l'entre petits, et pourquoi est-ce qu'on offre le mismatch facilement? Regardez Mitchell qui ne va pas switcher. Un écran de piqué dans l'entre petits, écran de Isaiah Joe. Mitchell qui ne switche pas sur Jalen Williams, donc que se passe-t-il? Le pauvre Caris LeVert, il est affecté par l'écran, ok, donc il est un peu en retard. Pas de switch, ça veut dire décalage quelque part, et donc là, c'est décalage devant lui, devant Jalen Williams. Voilà pourquoi on aime bien aussi switcher de manière un peu automatique, c'est que si tu le fais pas, mécaniquement et même par définition, si tu ne switches pas, tu offres un décalage quelque part. Et donc là, le décalage, c'est que l'autre défenseur est en retard. Et donc Jalen peut aller sur son spot. Et donc voilà. Et puis de l'autre côté, hop, là encore, pick and roll entre petits. Vous voyez que Cleveland, on n'arrête pas de le faire. Hein. Là, on attaque Isaiah Joe. Ici, on attaquait Isaiah Joe. Je remonte les possessions. Hein. Ici, on attaquait pick and roll entre petits Isaiah Joe. Voilà, vous voyez quand même une récurrence. Cleveland, ils ont ciblé soit Jalen, soit Joe. Voilà. Mais ça, c'est classique dans la NBA d'aujourd'hui. Et ce que j'aime bien ici, c'est le côté où l'écran est posé assez haut finalement. Dean Wade qui pose vraiment l'écran en plus. Donc ça permet d'avoir un vrai switch. Ici même. Voilà, pose l'écran et surtout il arrive lancé avec beaucoup d'espace dans le dos. Et donc, Joe il peut rien faire quoi, pour le coup. Donc voilà. Contre Dallas en PO, ils n'étaient pas fait manger sur les rebonds. Si, exactement. Exactement, on a parlé de sarcasme. Et Bamzerito, ouais. Bamzerito qui balance des bêtises, effectivement. De nouveau, SGA, 1 contre 1, Okoro. Il n'y a pas panier, mais il y a faute. Voilà. De nouveau, le pick and roll entre petits. Cette fois, ça bataille, ça switch pas. Donc on laisse Okoro, mais ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Ah oui, pardon. J'ai oublié de parler d'un truc assez important sur ce match-là. Regardez qui est sur le terrain. Est-ce que vous voyez un truc bizarre ou pas? Le premier qui trouve, il a une récompense. Je sais pas laquelle. Il a une récompense. Qu'est-ce que vous voyez actuellement sur le terrain? Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a un truc bizarre ou pas? Je me demande qu'est-ce que je peux faire offrir. Je n'ai pas de mug, le Basket Lab. J'ai pas de t-shirt, le Basket Lab. J'ai pas de Pims. Je ne sais pas, j'ai aucun produit dérivé. Qu'est-ce que je pourrais vous offrir? 10 joueurs, bravo Bamzerito, mais c'est pas ça. C'est pas ça la particularité. Un arbitre, non, c'est pas ça non plus. Non. Pas de 5 pour Cleveland, exactement. Small Ball, exactement. Imad TV aussi. Premier message dans le chat, bienvenue à toi. Exactement, en fait, je crois que c'est la première fois de la saison. Bon, hors match nul, match pourri, on est d'accord. Hein. Mais sur des minutes compétitives où en fait, il n'y a ni Jarrett Allen, ni Mobley. Bravo Kamel. Exactement, Kamel a donné la réponse précise. Exactement, il n'y a ni Mobley, ni Jarrett Allen. Mais pourquoi? Justement, on l'a vu, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure là. Vous voyez, quand on va cibler Isaiah Joe, mais pourquoi il n'y a ni Mobley ni Allen? Parce qu'on veut un spacing parfait. Et donc, c'est la première fois, je crois, hein, que sur des minutes un peu compétitives, on n'a ni Jarrett Allen ni Evan Mobley. C'est pour avoir un maximum de spacing. Parce qu'en fait, ce switch-all donnait tellement de problèmes, on n'arrivait pas à scorer, qu'on a été obligé, Kenny Atkinson a joué la carte de non, on y va full attaque. C'est pas grave, tant pis. D'habitude, on aime bien avoir ce côté où. Mince, ça on l'a déjà vu. On aime bien avoir l'aspect de. Soit on a toujours soit Mobley, soit Jarrett Allen, ok, notamment pour la défense, mais pas que. On arrive un peu à décaler les minutes. Je suis allé un peu trop loin. Mais voilà, je crois que c'est une des premières fois, ou la première fois de la saison, que je vois Dean Wade en poste 5 et ni Jarrett Allen ni Evan Mobley.
c'est quand même assez notable. Et ça a eu une répercussion qui est assez énorme, c'est que Cleveland et Clean Atkinson font ce choix pour l'attaque et pour mieux punir les switches, et ça a plutôt pas mal marché. Mais l'autre conséquence, c'est la défense. Donc en l'occurrence, regardez, isolation, il n'y a pas d'aide au deuxième rideau. Voilà. Si je remonte aussi, c'est quoi? C'est ici. Bah voilà, c'est pareil. Pick and roll entre petits, mais il n'y a pas Mobley, il n'y a pas Allen qui va aider. Je crois que c'est ici aussi. Il va attaquer. Pourquoi est-ce que SJ attaque sans écran? Il va au panier. Et pourquoi le panier est libre? C'est qu'il n'y a ni Jarrett Allen ni Evan Mobley. Vous voyez? Donc le premier compromis, ça a été la défense. Exactement, sarcasme. Premier compromis, ça a été la défense dans ce line-up. Ils ont fait le choix de l'attaque, mais pas de défense. Et puis l'autre, je vous l'ai montré. Il est ici, dans les stats. Au final, Cleveland n'a pas pris tant de rebonds que ça. Et bah ouais, forcément, sur les minutes où tu n'as ni Jarrett Allen ni Evan Mobley, bah ouais, tu vas être encore moins bon au rebond, surtout quand le seul intérieur, c'est Dean Wade qui va être dans le périmètre à prendre des 3 points. Donc, vous voyez que paradoxalement, la faiblesse du switch, c'est le rebond. Mais sauf que le switch était tellement étouffant que Cleveland a dû passer en mode attaque, mais en mode attaque spacing, qui, paradoxalement, donc, a été des line-up qui pouvaient un peu moins, même beaucoup moins, appuyer sur la faiblesse du switch, le rebond. C'est quand même hashtag les vases communicants. Merci, bonsoir, c'est voilà. c'est voilà. La tactique, c'est quand même cool. C'est quand même cool, et quand on a affaire à 2 coachs de très haut niveau qui savent ce qu'ils font, c'est génial, voilà. Et là encore un autre exemple de... Ça y est, ils sont rentrés sur le terrain, les titulaires, grosso modo, pour les dernières minutes de la première mi-temps. Qu'est-ce qu'on a ici? On essaye de jouer un peu sur le pick and roll, avec un pick and roll Garland, Mobley, et pas d'écran, mais une espèce de course croisée, là encore, un leak de la part de Mitchell, qui fait juste une course, hop, pour se libérer. Quel est le but, en fait? C'est que on va mobiliser des défenseurs... Pardon. On va mobiliser des défenseurs. J'ai plus de salive, je n'articule pas, je m'excuse. Sur le ballon, et on espère que Mitchell va s'échapper pour le 3 points, là, un peu tout seul. Sauf que non, regardez la forêt de bras. La Garland, le pauvre, il est entre Cason Wallace, Alex Caruso et Jalen Williams. Regardez qui met la main où. On a la trajectoire de passe pour le roll qui est défendu par Caruso. On a Jalen Williams qui met la main pour empêcher la passe vers le pick and pop là, de Mitchell. Et puis on retombe sur une situation où Wallace switch, hop. Voilà, pas de décalage. C'est quand même assez génial. Première action de la deuxième mi-temps. Bon, ça va pas durer longtemps, il y a juste quelques actions. Qu'est-ce qu'on fait? Première action pour OKC, pick and roll entre petits. On va cibler Garland. Vous voyez qu'on implique, là encore, on en a parlé tout à l'heure, mais la question des match-up. Mitchell se retrouve de facto sur Jalen Williams. C'est voulu, mais c'est voulu parce qu'on veut que Mobley soit off-ball sur Cason Wallace, parce qu'on veut que Jarrett Allen soit sur Jalen Williams, parce qu'on veut que Dean Wade soit sur SGA, et donc il y a ce match-up, donc OKC va l'attaquer. En plus, ils arrivent à impliquer Garland avec un pick and roll où Garland doit défendre, mais surtout, donc Williams attaque dans l'espace. Regardez ce qui se passe sous le panier, l'écran de SGA qui va venir bloquer le Lomen, il va bloquer Jarrett Allen. Non, toi tu vas pas pouvoir aider au panier, regardez, hop, je te bloque, et comme ça, ligne de drive, personne qui peut protéger au panier. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit système. Bon, malheureusement en plus, rebond offensif, 3 points. Voilà, vous avez compris comment ça va. Vous avez compris l'histoire de ce match, grosso modo. C'est que même sur des possessions où ils prennent pas le tir au panier, il y a quand même le rebond. Mais voilà, j'aime bien moi, ce petit... ça arrive parfois, c'est pas si fréquent, cet aspect d'un mec qui vient bloquer le protecteur de panier adverse. Mais ça arrive parfois, c'est des petits systèmes que je trouve très rigolos, toujours. Ça, c'est cool. Le QI basket défensif de Wallace m'impressionne de plus en plus malgré son déficit de taille. Je suis d'accord. Bon, on enchaîne, vous avez vu, deuxième mi-temps, le retour des titulaires, donc le retour de Jalen. Qu'est-ce qu'on fait? On l'attaque, voilà, on l'attaque très simplement, et ça marche. Bon, le problème c'est que le score actuellement est de 80-51, donc voilà, c'était déjà un peu plié, mais un peu plié comme dirait Gilles Boulot. Mais effectivement, Cleveland recommence, dès qu'il y a Jalen, on l'attaque, ça marche. Jarrett Allen, encore une fois, ça marche, et de l'autre côté, on essaie d'attaquer les petits, quoique même pas, juste SGA, drive and kick et Ludort. Voilà, je crois que je voulais laisser un peu pour ça, aussi pour le côté shot making. Et voilà. Effectivement, il y a des matchs comme ça, Ludort il les met, tu peux rien. Tu peux rien faire. Et puis là encore, Jalen Williams qu'on va cibler, alors pas sur le pick and roll, pas sur l'écran, mais on va le cibler en tant que l'omen, en tant que l'homme proche du panier. On sait qu'il est nul en protection de panier, tout autant qu'en pick and roll, donc on le fait, on l'attaque.
il est nul. Alors je crois qu'il y a un petit coup de genou aussi de Garland, mais bref, ça fait quand même de lancer franc. Bon, ça c'est juste pour le plaisir des yeux. En transition, il y a le mauvais match-up, il y a Garland qui se retrouve sur FGA. Et donc que fait FGA? On va un peu mettre au ralenti, vous allez voir le spin move de l'espace et qui va être rendu possible. En fait, pourquoi est-ce que ça marche? Regardez les... Bon, spin move, d'accord. Mais la taille et la longueur, c'est ça le secret de FGA. C'est un peu cet aspect de... N'importe quel petit peut faire le spin move s'il veut, aussi rapidement, aussi coordonné, ok. Mais l'avantage de FGA, c'est qu'il fait le spin move et ensuite il ressort. Bah, le ballon, il est par-dessus Garland, quoi. C'est vraiment le... Au-delà même du côté, on peut s'émerveiller d'un point de vue scouting, hein. Moi c'est pour ça que j'ai adoré un peu... Alors le potentiel score était très lointain, mais il y avait des séquences, des flashs comme ça de finition au panier avec ses bras interminables. Donc on peut s'émerveiller sur le scouting, mais juste l'aspect de... Comment dire? La moindre petite erreur, le mauvais match-up en transition, il est puni directement. Bref, de nouveau, bon, Cleveland attaque Jalen, on a compris l'histoire, c'est la fin de 2 derniers clips et puis c'est fait. Encore une fois, on attaque Jalen Williams, on a compris l'idée. De nouveau, la passe, excellente rotation là, enfin excellente rotation de la part de Jalen Williams sur Jarrett Allen, mais je crois qu'il va y avoir une faute à la fin. Mais je suis pas sûr qu'il y ait faute en vrai. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait faute, Meya One, mais voilà, encore une belle rotation. Et puis, bon, dernière action, est-ce qu'on la décrit ou pas? Ah oui, si, pardon. C'est un joli petit système en sortie de temps mort de la part de Kenny Atkinson, on peut finir là-dessus. Je voulais finir sur une bonne note pour Cleveland. Un double drag, double écran ici. Garland qui prend les deux. Ça switch, on est dans les... Regardez, hein, pas de pivot, donc ça switch tout partout. Voilà, et juste en fait, on va faire s'installer au poste bas, après les switches, George Niang contre le petit Isaiah Joe, avec des shooters en haut là qui restent en haut, avec Garland ici même, et on laisse tout l'espace pour George Niang pour attaquer Isaiah Joe. Voilà, bon, un petit système sympathique pour finir ce décryptage. Ouais, c'est ça, à moins 40 quand même, exactement. Exactement. Mais voilà. Bref, voici pour ça. On va s'arrêter là hein, au niveau décryptage avec image. Parce que c'est pas très marrant de décrypter un match à plus 40. C'était déjà plié. Qu'est-ce que j'ai pas lu tous les joueurs de KC ont un bon QI basket, exactement. Comme tu l'as dit, ils ont recruté en fonction de leurs besoins et de leur intelligence. De leurs besoins et l'intelligence fait sûrement partie des premiers critères. En effet, le off-ball, c'est d'abord de l'intelligence avant de l'instinct. Ça dépend. Enfin, après, je sais que tout le monde n'a pas les mêmes définitions, hein, mais moi, l'instinct, pour moi, c'est un peu un truc inné, l'aspect d'instinct, et c'est un peu ce qui fait, tu vois, de la compréhension du jeu un peu inné ou des trucs comme ça, ou bah, tu vois, par exemple, un mec comme Embiid qui commence le basket, 2 ans plus tard, il est à Kansas, il connaît rien, il y a aucun savoir-faire, aucune maîtrise de quoi que ce soit, et pourtant il a des instincts. Donc ça, c'est l'instinct. Après, l'intelligence, c'est pour moi à quel point alors tu es capable de réagir, à quel point tu sais bien lire le jeu. Mais pour moi, dans l'intelligence, il y a aussi une notion de savoir-faire en fait. De connaissance, de savoir-faire, de voilà, qui n'est pas que l'instinct. L'instinct, c'est ah tiens, on ne sait pas pourquoi, mais il a senti le bon coup et effectivement, il a fait la bonne rotation. Voilà. Mais l'intelligence, c'est tu fais l'action et tu sais pourquoi tu fais l'action. Peut-être on peut le résumer comme ça, pour le coup. Oui, il y a des vibes de Chris Paul, It's a huge 3 to cut the lead down to 42. Ouais, exactement. exactement. QI de Lou Dort, pas hyper convaincu, surtout en attaque. Je sais pas. Alors, c'est pas génial. Après, je pense que le problème de l'attaque de Lou Dort, c'est pas tant que ça le QI, hein, pour le coup. Je pense que c'est le fait qu'il est nul. Hein. C'est le fait que c'est pas un bon scoreur, que c'est pas un bon shooter. Voyons voir, tu vois. Pour le coup, en termes de turnover percentage, c'est pas l'indicateur parfait, on n'est pas sur du 1 pour 1. Turnover percentage égale intelligence de jeu, mais c'est quand même un indicateur assez intéressant. Bah, le mec est propre, hein. Le mec est assez propre hein, pour le coup. Il est autour des 10%, voire même en dessous. Donc ouais, c'est pas mal du tout quoi. C'est juste qu'il n'y a pas de toucher de balle en fait. Il n'y a pas de toucher de balle, il n'y a pas de dribble. Enfin, il y a un peu de dribble, mais surtout il n'y a pas trop de toucher de balle à la finition. Il n'y a pas trop de jump shot. Donc ouais, pour moi c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Où est-ce qu'on en est Je continue de vous lire. Et puis après, on fera le quiz pour finir. Ouais, 1h30 d'émission. Bah, bonne petite émission tout seul. J'ai parlé 1h30 tout seul. C'est pas très... On s'en est sorti. Le seul qui m'inquiète, la seule qui m'inquiète, c'est que Lou Dort est notre meilleur shooter à 3 points et qu'il est trop lent en PO. Qu'est-ce que tu appelles meilleur shooter à 3 points? Moi, je pense que c'est peut-être celui qui a le meilleur pourcentage. Mais je pense pas que ce soit le meilleur shooter à 3 points, pour le coup. Mais non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais après, moi, Lou Dort, je pense qu'il faut le voir aussi d'une manière où
C'est un atout fabuleux, notamment contre certains match-up. Et je pense qu'il y a plein de match-up où tu pourrais totalement faire sans. Même quitte à se dire, bon, ben on préfère un Alex Caruso qui va être beaucoup plus connecteur, quoi. Par exemple, beaucoup plus passeur, connecteur, ou alors pourquoi pas faire jouer Isaiah Joe, ou je sais pas moi, Wiggins, tu vas perdre un peu en défense, génial, mais tu as plus d'attaque, donc ça respire plus, ou c'est capable d'attaquer en mouvement, de passer en mouvement, etc. Après, moi justement, je vais pas te mentir, pour moi c'est un mec qui a un peu ce truc, ce pouvoir magique, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui sur certains match-up peut s'avérer crucial, quoi. Notamment Dallas, en fait. Dallas, si Doncic est en soi un mec unique, bah, si t'as Lou Dort, pour moi ça change tout, quoi. Pour moi ça change tout. C'est pour ça aussi que d'ailleurs, Memphis, je sais que Memphis est un peu sur Cam Johnson, ça pourrait être intéressant parce que ça fait un joueur de rotation, un shooter qui sait défendre, et ça Memphis en a besoin. Mais j'avoue que, tu vois, par exemple, s'il faut échanger Marcus Smart pour le faire, je sais pas si je suis fan, quoi, parce que Smart, je pense que tu peux t'en passer dans beaucoup de match-up aussi. Le côté inefficace, trop de tirs, etc. Et puis la défense est pas primordiale dans pas mal de match-up. Mais si t'es contre Dallas et Doncic, bah t'es content, quoi. Parce que littéralement, c'est ce qui peut faire basculer une série. Bah, d'ailleurs, on l'a vu sur les derniers playoffs. OKC qui avait Lou Dort, qui avait donc un premier rideau qui n'a pas arrêté Doncic, mais qui l'a assez freiné. Il y a eu une série. Il y a une série qui a été gagnée par Dallas, d'accord, mais il y avait une série. C'était disputé. Ça s'est joué à du shotmaking de folie d'Eric Jones Jr. et de PJ Washington, qui d'habitude ne mettent pas leurs 3 points, mais il y avait une série. Il y avait un duel, alors que Minnesota, qui n'avait pas ce premier rideau, bah c'était mort, quoi. Minnesota, il y a quasiment pas eu de série, en fait. Et alors que Minnesota et les Wolves sont vraiment, je pense, une meilleure défense au global. Mais sur le match-up particulier, le fit particulier, bah, il te fallait un premier rideau costaud. Ils l'ont pas eu. Ils sont passés à la trappe. Bon, il y a d'autres explications. Par exemple, ils auraient pu tenter aussi du switch avec les Wolves, mais en fait, quand t'as 4, tu peux pas switcher. Donc, l'incapacité de Kat et de Conley d'ailleurs aussi à switcher fait que tu pouvais pas tenter de dire bon, ben, on va pas laisser Doncic pénétrer, on va faire des edges, on va faire des switches avec Gobert qui va switcher et puis voilà. Non, mais voilà, c'est plus complexe que ça. Mais je veux dire, le Dort, pour moi, c'est pas si anodin que ça, quoi. Si ça se trouve, tu fais un run de playoff, il va jouer 15 minutes par match et puis voilà. Et si ça se trouve, tu tombes contre les Mavs et t'es content, quoi. Complètement d'accord avec Dort. Oui, Dort est le seul joueur en dehors de HDA et de Chet que je refuserais de trade pour récupérer un autre joueur. Après, ça dépend qui. Tu vois, je parlais de Memphis, donc ça vous concerne pas, ok, ici, mais Memphis, si tu me dis on se sépare de Marcus Smart, mais c'est pour Butler, bon, ça me va, je fais l'échange, quoi. Mais parce que tu retrouves un peu ce côté défense on ball. Mais ouais, après, peut-être que je surestime ou je surinterprète. Mais c'est vrai que j'ai à ce point peur de Doncic, quoi. J'ai à ce point peur de Luka Doncic et sa capacité à changer une série, quoi. Donc ouais, j'aimerais bien avoir Dort, si possible, si possible. Après, si tu me dis, je sais pas d'ailleurs les fans de OKC là dans le chat, est-ce que un trade pour Cam Johnson vous le faites, quitte à sacrifier soit Dort, soit Isaiah Joe plus Wiggins. Moi, j'avoue que j'hésite pas mal. J'hésite pas mal. J'hésite beaucoup. Tu le surestimes pas, c'est vraiment un magicien le mec. Ouais, on est d'accord. On est d'accord, Zikovic. Et d'ailleurs, bienvenue. Bienvenue à toi, Zikovic. Premier message sur le chat. Smart, 20 matchs la saison dernière, 18 cette saison. À 30 ans, ça commence à sentir mauvais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors après, nuance, la saison dernière, je pense qu'il n'a pas forcé un retour parce que Memphis était tanking, quoi. Donc, enfin, une saison à jeter aux oubliettes. Mais oui, ça peut rentrer en compte. Ça peut rentrer en compte. Joe plus Wiggins, oui, mais contre Dort, non. Ouais, mais tu vois, le truc, c'est que Joe et Wiggins, l'avantage, c'est que enfin, surtout Joe, mais Joe, tu n'es pas sûr de pouvoir le jouer tout le temps. Il n'est pas viable des deux côtés du terrain. Et même d'ailleurs, on l'a vu, hein, Cleveland va le cibler encore et encore. Donc, en gros, c'est un maillon faible. Et donc, l'avantage, c'est que tu récupères Cam Johnson, qui, lui, est viable des deux côtés du terrain, qui est un shooter, mais qui défend. Enfin, juste assez, en tout cas. Donc, ça, c'est cool. Après, bah, ce que j'aime bien avec le fait de ne pas faire le trade, c'est que bah, tu gardes en profondeur, quoi. Tu gardes en profondeur d'effectifs avec les profils aussi différents de Isaiah Joe et Wiggins, qui sont deux profils différents qui peuvent servir à deux trucs différents aussi. Le shooting, comment dire, off-screen de Isaiah Joe, c'est quand même très cool, quoi. Donc
Donc il y a certains systèmes qui peuvent servir à ça, il y a certaines configurations où les fameux ghost screen, si tu appuies Isaiah Joe, quoi que tu me diras, Cam Johnson peut le faire, c'est vrai. Mais voilà. Après, j'ai pas envie d'échanger Wiggins peut-être, mais bref. On peut s'arrêter là sur ce match et on finit avec le petit quiz, si ça vous dit. Je vais pas jouer avec quelqu'un, mais je vais jouer avec vous. Avec vous, le chat, c'est à vous à jouer. On peut jouer au J'ai joué avec, si ça vous dit. Donc, comme tous les soirs, le J'ai joué avec, qu'est-ce que c'est? Il y a un joueur mystère. Je vais vous énumérer ses coéquipiers en carrière. On va partir du numéro 50 jusqu'au numéro 1. Et vous devez deviner le plus tôt possible. Est-ce que vous êtes prêts pour le J'ai joué avec? Est-ce qu'il y a encore des gens pas endormis sur le chat ou pas? Bonsoir, je pense pas que OKC soit gagnant, car tu perds un profil comme dit Guillaume. Ouais, on est d'accord, Samaritain. Et bienvenue sur le chat, d'ailleurs, premier message. Est-ce que vous êtes prêts pour le J'ai joué avec ou pas? Ou est-ce que vous n'avez pas envie et puis on s'arrête là, hein, ça peut aussi être une option. Vous êtes prêts? Ok, super. On y va alors. Le joueur mystère. On est parti, j'ai joué avec le numéro 50. Coéquipier numéro 50, c'est Davis Bertans. Il a joué 48 matchs avec Davis Bertans. Voilà, le numéro 50, coéquipier, le 50e coéquipier le plus fréquent de notre joueur mystère. Davis Bertans. Numéro 49, Terence Davis. Est-ce que vous savez qui est Terence Davis? Est-ce qu'il a encore une NBA d'ailleurs? Non, il n'y est plus. Il n'y est plus depuis 2 ans d'ailleurs. Terence Davis, numéro 49. Numéro 48, c'est Kessler Edwards. 51 matchs. Kessler Edwards. Numéro 47, c'est Rui Hachimura. Rui Hachimura, il a joué 53 matchs avec Rui Hachimura. Il a joué aussi 53 matchs avec Taurean Prince. Et puis aussi 53 matchs pile avec Bradley Beal. Hachimura, Taurean Prince, Bradley Beal. 47, 46 et 45. Nous avons en 44 un certain Alan Williams. Mais qui est-il, cet Alan Williams? Il a 67 matchs au compteur en carrière. Donc c'est un peu un journeyman. Donc bref, Alan Williams. En 43, nous avons Raoul Neto. Nous avons Raoul Neto en 43. Nous avons Dwayne Dedmon en 42. Dwayne Dedmon. Nous avons Damian Jones en 41. Il a joué avec Damian Jones en 59 matchs. Garrison Matthews. 60 matchs avec Garrison Matthews. Normalement, vous pouvez faire le lien. Où était Garrison Matthews? Où est-ce qu'il a un peu émergé en NBA? C'était à Washington. À Washington, donc avec Bradley Beal, Hachimura, etc. Vous aurez compris d'ailleurs. 61 matchs, 39e, c'est Russell Westbrook. Voilà, donc je pense qu'on part sur quelqu'un qui a joué un peu à Washington. On a John Luer, 38. Robin Lopez, 37. Troy Daniels, 36. Josh Jackson, 66 matchs, 35. Voilà, donc il y a peut-être un peu de Phoenix, hein, je pense qu'on peut le dire, puisque Josh Jackson n'a joué que à Phoenix, grosso modo. Quoique non, il a fait c'est vrai qu'il a fait une petite pige Memphis, petite pige Détroit. 12 matchs aussi à Sacramento, mais je vous confirme que c'est Phoenix. John Collins, 34e. Où est-ce qu'il aurait pu jouer avec John Collins? Alors là, c'est moi qui hésite. Où est-ce qu'il a joué avec John Collins? Très bonne question. Ah oui, c'est bon. Je l'ai. je l'ai. Et alors que nous avons un gagnant dans le chat. Donc on peut s'arrêter là. Nous avons un gagnant. Bravo, Samaritan. C'est effectivement Alex Len. Bravo, immense bravo. Je ne sais pas comment tu as fait pour le trouver aussi vite. Dis-nous ton secret. Comment tu as fait? Et avec quel joueur tu as réussi à identifier Alex Len? Je suis assez impressionné pour le coup. Parce que tu l'as trouvé assez tôt. Franchement, GG. Il y a des GG qui pleuvent dans le chat. Ça m'intéresse. Oui, alors, non, c'est pas Ishmis. Mais effectivement, Ishmis, ça pourrait être un bon quiz. Ou un mauvais parce qu'il a été partout. Mais effectivement, c'est Alex Len. Donc on dit bravo à Samaritan. Excellente réponse. Et donc on se finit avec le top 10, si vous voulez bien. Alex Len, qui sont ses coéquipiers? Ces 10 coéquipiers les plus fréquents de Alex Len. Je vous attends. Direct identifié Kings et Wizards. Oui, bravo. Effectivement, c'était la bonne chose à faire. Donc le top 10. Le top 10, est-ce que vous savez qui sont les coéquipiers les plus fréquents de notre ami Alex Len? Bravo, même lui, il se souvient plus de ses coéquipiers, je pense, dit Garincha. Oui, c'est pas fou. Effectivement, Devin Booker est deuxième, nous dit Eric Spochtron. Devin Booker, 191 matchs. Exactement. Donc deuxième.
J'avais oublié les Wizards perso. Oui, il est passé aux Wizards. Bah, du coup, ça devait être 2021, puisque Westbrook, Bradley Beal, etc. Fox, bravo Bamzerito. Fox est 6ème, 148 matchs. Bravo. Michael Bridges, alors attends, CTRL F, Michael Bridges. Non, c'est pas le. Non, Fred, ça marche pas. Il était à Phoenix avant ça. C'était l'époque avant. C'était l'époque mi-2010 en fait. Pour notre ami Alex Len, hop. Je vous aide un peu puisque c'est un joueur un peu obscur. Hein. Je vous mets le parcours. Il fait du Phoenix, il se fait drafter. C'est la fameuse draft 2013 qui est nullissime. Et lui, c'est un prospect. Je pense que dans une draft normale, il est 20ème. Il a été drafté quoi 5-6, je crois. Ouais, 5ème pick à Phoenix. Bon, le problème, c'est qu'il arrive dans une équipe qui est censée être nulle, mais qui fait les playoffs directement. Donc voilà, il n'a pas trop joué à Phoenix. Il a mis un peu du temps à s'imposer et avoir des vraies minutes. Et de toute façon, il n'a jamais eu des gros temps de jeu titulaire hein, pour le coup. Phoenix fait un peu une pige à Atlanta, justement. Atlanta aussi, saison 2020. Et il est échangé. Bah, du coup, il est dans l'échange de Dedmon. Je crois qu'il y a que moi qui s'en souvient, peut-être. Mais il est dans l'échange de Dedmon qui avait signé à Sacramento en free agent et qui est échangé donc à Atlanta juste avant le Covid. Donc voilà. Il fait du Toronto, Washington. Ouais, voilà, 2021 Washington. Et puis Sacramento depuis Mike Brown, je crois, grosso modo. C'est à peu près l'idée. Donc, le chat. On nous dit du Bledsoe. Bledsoe, oui. Bledsoe est 5ème. Bledsoe, 177 matchs. Bravo, bravo Samaritaine. Maurice, il me faut un prénom. Il me faut un prénom. Il me faut un prénom. Je n'en dirai pas plus. Bon, t'as compris. Malakos nous dit Dragic. Goran Dragic, où est-il? Il n'est pas là. Où il est? Où il est Dragic? Non, il est 27ème Dragic. Comment est-ce qu'on explique ça? Bah, Dragic a été échangé finalement assez tôt. Saison 2015. Donc ouais. Il est 27ème Dragic. Ensuite, le god de la bulle, c'est qui? Je ne sais pas. Dragan Bender. Est-ce que Dragan Bender a joué en NBA? Oui, en effet. Il est 17ème. Pas dans le top 10, donc ça marche pas, Dragan Bender. TJ Warren. TJ Warren, je cherche, mais il est. Oui, bah oui, il est 3ème. Bravo. Bravo Balakoz, TJ Warren, en effet. Bogdanovic. Non, il est 102ème. Il a joué que 15 matchs avec Bogdan. Bogdanovic. Bagley, je ne pense pas. Où est-ce qu'il aurait joué avec Bagley? Si, t'as raison, il a joué avec Bagley 19 matchs, en effet. Mais donc c'est 92ème, donc pas dans le top 10. Markif nous dit Garincha. Et c'est la bonne réponse. Markif est 7ème, donc ça marche. Alors que Marcus est 15ème, donc Marcus n'aurait pas compté. Mais bravo. Bravo. Comment ça, c'est moi? C'est toi qui as donné la réponse? Bamzerito, je ne sais pas. Frank Kaminski. Alors là, il faut aller le chercher. Pourquoi Kaminski? Non, il n'a pas... Non. Il n'a pas l'air d'avoir joué avec Kaminski, donc non. Qui est-ce qui nous manque? Il nous manque le numéro 1. Le numéro 1, c'est quelqu'un qui a beaucoup joué à Phoenix. Ici, là, entre 2014 et 2017, on va dire. En 2018, il était ailleurs. Il était aux Rockets. Exactement. Jody Roga qui a trouvé PJ Tucker premier. Bravo. Félicitations. Pardon, Bamzerito aussi l'avait trouvé. Excuse-moi. Harrison Barnes, on nous propose. Où est-ce qu'il aurait joué avec Harrison Barnes? Oui, exactement. Il est 10ème. Attends, il a joué où avec Barnes? Ah oui, aux Kings, oui. Effectivement. Aux Kings, donc on a premier PJ Tucker, vous l'avez trouvé. Deuxième, Devin Booker, vous l'avez trouvé. Troisième, TJ Warren, vous l'avez trouvé. Il nous manque le 4. Bledsoe, 5. De'Aaron Fox, 6, vous l'avez trouvé. Markieff Morris, 7, vous l'avez trouvé. Il manque le 8. Il manque le 9. Et c'est tout. Oui, excuse-moi, Bamzerito, j'ai lu en retard. Bravo, Kevin Werther. Bravo, Jody Roga. Exactement, Kevin Werther, qui est le numéro 4. Il a joué 190 matchs avec Kevin Werther. Donc Kevin Werther est le Kings, qui est le plus représenté dans ce classement avec Alex Len. Il manque ensuite le numéro 8 et le numéro 9. Et indice, on est plutôt période Phoenix. Qui a joué à Phoenix? Alors il y a un indice, premier indice. Si je vous dis quelqu'un, à l'époque, LaMarcus Aldridge devait signer aux Suns. Oui, aux Suns. Alors Garincha, j'espère que tu l'auras, Garincha.
Lamarcus Aldridge devait signer aux Suns. Sauf que, au dernier moment, il a signé aux Spurs. Mais qui les Suns avaient fait signer en promettant qu'il y aurait Lamarcus Aldridge? Effectivement, très bonne réponse de John Wall, c'est Tyson Chandler. Bravo. Bravo, c'est Tyson Chandler, 8ème, 143 matchs. Je commence à perdre ma voix sérieusement, mais on va finir l'émission. Oui, Chandler qui avait signé, le pauvre, il avait signé pour être là avec Lamarcus Aldridge, qui finalement a changé d'avis. Et sauf que Chandler avait déjà signé, quoi. Donc il a été obligé de rester dans les années un peu noires là, de Phoenix. C'est quoi? C'est 2016, 17, 18 là. Donc Tyson Chandler, 8ème. Et le dernier, c'est un prospect drafté très haut. Un prospect drafté très haut, une année où les Suns ont drafté 2 mecs. 2 mecs du même profil en plus. Donc c'est pas Bender, non, c'est pas Bender, c'est l'autre. C'est l'autre. Archie Goodwin, le GOAT, il doit être dans la liste, mais il est peut-être pas top 10. Archie, il est 21. Archie Goodwin, le GOAT, non. Il n'y avait pas aussi des meneurs nains? Peut-être. Peut-être. Genre... Ah oui, Taylor Ulyss, tu penses à Taylor Ulyss. Ulyss, où est-il? Il est 13ème. Donc pas top 10. Non, mais je suis étonné que vous ne trouviez pas avec mon indice. Si c'est pas Dragan Bender, c'est l'autre. Alors c'est qui l'autre? Exactement, Jody Roga. C'est Marquis Chris. Eh oui, c'est Marquis Chris. Bravo. Marquis Chris, 137 matchs avec Alex Len. Bravo. Donc je vous redis le top 10. PJ Tucker, Devin Booker, TJ Warren, Kevin Huerter. Décidément, je m'étouffe. Kevin Huerter, Eric Bledsoe, De'Aaron Fox, Markieff Morris, Tyson Chandler, Marquis Chris et Harrison Barnes pour le top 10. On avait aussi du Davion Mitchell, du DeAndre Bembry, apparemment. Il a joué beaucoup avec DeAndre Bembry. Je suis un peu étonné. Mais soit. Mais attendez, où est-ce qu'il a joué Bembry? Où est-ce qu'il a joué Atlanta, mais... Hop. Ouais, peut-être. Ok. Je suis étonné. Brandon Knight, Trae Young, Marcus Morris, etc. Chris, ça fait 10 minutes que j'essaie de retrouver son nom, ça m'énerve. Effectivement, Garincha. Je te l'accorde alors, dans l'esprit, on va dire. Effectivement. Bon, voilà. Légende des Warriors. Oui, légende parce qu'il leur a permis d'obtenir le choix qui a relancé la dynastie. Parce qu'il est là en 2020. Il permet aux Warriors d'avoir le deuxième pick de la draft 2020 qui va relancer totalement la dynastie puisqu'ils vont choisir la Melo... Ah non, pas la Melo Ball, pardon. James Wiseman. Bon, bref. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que sinon je vais plus pouvoir parler du tout. Merci à tous. C'était très cool. Hein, même tout seul. Je pensais pas que je m'en sortirais, mais finalement, on s'est fait un peu de vidéo. C'est quand même plus facile hein, avec de la vidéo. De discuter avec la vidéo plutôt que de faire un podcast tout seul. Merci à tous pour votre présence et pour vos messages. C'était très cool aussi de pouvoir rebondir un peu là-dessus et pas de faire des monologues dans le vide. Donc merci à tous. C'est très gentil. Merci à mon invité. Mais sauf que non, il n'y avait personne aujourd'hui. Bref. Merci à tous, c'était très cool. On se dit à lundi.